Ce feeling que tu peux avoir quand tu as aidé quelqu'un à avoir le déclic, à se lancer, à faire grossir son business, c'est un sentiment qui me remplit de bonheur en fait. Je pense que ce qui est ultra important quand tu es entrepreneur, c'est construire ta personal brand et montrer de quoi tu es capable. C'est quoi les apprentissages que tu as fait en termes de recrutement pour optimiser les chances déjà d'être face à des super candidats et ensuite arriver à les identifier? On veut qu'à chaque fois qu'on sorte quelque chose, il y a un peu ce truc de « Ah, on a surpris les gens, on a créé quelque chose d'un peu unique ». Bon, on est parti, Guillaume. En tout cas, je suis vraiment content déjà que tu sois là. J'adore ta vibe. Je trouve que c'est stylé ce que tu fais. Tu amènes une autre énergie, un peu plus à l'américaine, tu vois, dans ce marché francophone. Donc, c'est vraiment cool. Tu peux présenter peut-être rapidement ce que tu fais avec l'Emlist et même ce que tu fais avec l'Empire. Ouais. Du coup, l'Emlist, qui est notre projet le plus connu, c'est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs clients. Donc, une plateforme de prospection commerciale. On a lancé ça il y a 4 ans maintenant. On a du coup des dizaines de milliers d'utilisateurs et clients partout dans le monde. On est présent dans plus de 85 pays et la boîte a récemment été valorisée à plus de 150 millions de dollars. On a revendu 20% des parts pour 30 millions. Donc voilà. Ça fait du bien ça. Ouais, ça faisait un peu de bien de dérisquer ce business. C'est quoi un des trucs qui a été les plus stressants, les plus challengeants dans ton parcours entrepreneurial? Ça peut être dans l'Emlist, ça peut être avant d'ailleurs. Je pense que le plus difficile pour moi, ça a été la première boîte que j'ai lancée. En fait, je l'ai lancée avec mon père. C'était une boîte de t-shirts. Donc, mon père, en fait, lui, il a une relation assez complexe avec ses parents. Il a été mis, tu vois, en pension quand il avait 7 ans. Donc, il les a pas beaucoup vus pendant qu'il grandissait. Ensuite, il avait un petit côté, tu vois, artiste, tout ça, alors que mes grands-parents sont des paysans. Donc, c'est très difficile, tu vois. Il y a ce côté un peu, tu vois, l'homme de la maison. Et mon père qui était plutôt artiste, donc un peu différent. Et donc, il est venu à Paris, gagnait pas beaucoup d'argent. Et pour que mon frère et moi, on puisse avoir, tu vois, vraiment une bonne éducation, il a toujours eu 2 jobs. Il bossait à la maison, il faisait des trucs en plus. Enfin, tu vois, il essayait vraiment de nous créer quelque chose de fort. Et en fait, je lui dois beaucoup. Donc, le moment où j'ai été à HEC, je me suis dit, je vais lancer un business et je vais lancer un business avec mon père, tu vois. Et en fait, on commence à bosser ensemble. Et là, je lui mets beaucoup de pression parce que tu vois, c'est mon premier business et que je suis persuadé que quand on mettra le site en ligne, il faudra qu'on ait beaucoup de stock. Donc, on achète du stock. Lui, il faisait de la sérigraphie, donc il imprimait sur des t-shirts. Donc, lui qui faisait le design. C'est ça. Donc, il commence à bosser dessus, il bosse dessus et tout. On bosse ensemble. Et en fait, après quelques mois, on lance le site. Moi, j'avais créé une communauté autour de Paris. Je pensais que j'allais driver du trafic sur le site, que ça allait être génial, que ça allait ultra marcher. Et en fait, on lance et là, on fait, je pense, 5 ou 6 ventes, quoi. De t-shirts. Ce qui est et sachant qu'on avait c'est vraiment... Merci David. C'est vraiment nul à chier. On va se mentir. Et là, du coup, t'es face à ça et tu te dis, OK, sauf que moi, en fait, ma stratégie que j'avais planifiée depuis 3 mois, c'était on fait un lancement où il y aura des centaines et des centaines de ventes et après, il y a du bouche à oreille et après, ça décolle et après, on est millionnaire, tu vois. Sauf que là, t'as 6 ventes et il n'y a pas du tout la suite. Et donc là, tu vois, il y avait déjà beaucoup de tension entre mon père et moi parce que je lui avais dit qu'on n'investissait pas assez. On n'avait pas d'argent en fait. Donc en vrai, tu vois, c'était difficile. Et moi, je me sentais mal. Et donc, tu vois, on avait mis peut-être 1000, 1500 euros, un truc comme ça, quoi. Tu vois, une partie des économies. Et plus ça avançait et plus, tu vois, notre relation, elle se détériorait. La source de conflit, c'était quoi? En fait, c'était essentiellement moi, tu vois. Je pense que je reportais la faute sur mon père, tu vois. Donc, en fait, je lui reprochais des choses que je me reprochais à moi. Donc en fait, j'étais persuadé que si ça marchait pas, tu vois, c'était parce que on n'avait pas investi assez sur le site web. Ouais, sauf que c'était ma mission, ça, tu vois. Ou que on n'était pas, enfin, tu vois, que les t-shirts n'étaient pas assez bien, qu'on n'avait pas assez de modèles, parce qu'il n'y avait pas assez de choix. Et donc ça, c'était lui. Et donc en fait, tu vois, j'essayais de trouver des excuses et c'était totalement con de ma part, tu vois, parce que en gros, ça mettait une mauvaise ambiance, ça a détérioré notre relation. On n'arrivait plus à faire de ventes. Après, j'ai essayé des trucs, de bosser avec des influenceurs, mais ça marchait pas. Et en fait, à côté de ça, il y avait quelqu'un à HEC qui m'a proposé de le rejoindre pour l'agence d'acquisition et qu'on cofonde ça ensemble. Son idée, c'était on va aider les boîtes à trouver leurs clients. Et moi, du coup, comme je savais très bien que c'était quelque chose que j'avais pas réussi à faire avant, je me suis dit, c'est cool, je vais apprendre à le faire avec lui et on va être payé pour ça, tu vois. Et c'est comme ça que l'agence d'acquisition est née.
Sauf que tu vois, à ce moment-là, avec mon père, c'était vraiment compliqué. Et donc, on a fermé la boîte. Et fermer la boîte en France, c'est vraiment un truc relou à faire. Ça te coûte de l'argent en plus. Et en fait, notre relation, elle s'est un petit peu détériorée parce que tu vois, mon père, il avait quand même mis de l'effort là-dedans. Il s'était aussi dit que potentiellement, c'était le moment où il allait lancer une boîte et ça allait marcher, tu vois. Parce qu'avant, tu vois, il faisait beaucoup de jobs de freelance. Il avait essayé de lancer une boîte avec un de ses associés, ça n'avait pas marché après 7 ans. Enfin, tu vois, un truc vraiment dur et tout. Et donc, c'était dur parce que tu vois, genre, j'avais déçu la personne qui comptait le plus pour moi. Et en vrai, notre relation, elle s'était aussi détériorée. C'est-à-dire qu'on arrêtait un petit peu de se parler et tout. Et donc, en lançant l'agence d'acquisition, ça a commencé à bien fonctionner. Mais après ça, donc je parlais plus trop à mon père. J'ai revendu mes parts dans l'agence parce que je voulais faire un logiciel. Je suis parti recruter des gens en Russie. Je suis même parti en Russie parce que du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sois avec les devs pour lancer un projet. Et donc là, tu vois, moi, j'avais mon argent qui commençait à diminuer. J'ai toujours bossé en fait en parallèle de mes études. Tu vois, j'étais vendeur aux Galeries Lafayette, je donnais des cours en médecine, j'ai été babysitter. Enfin, tu vois, je faisais vraiment tout pour tout le temps mettre du cash de côté. Et en fait, là, petit à petit, tu vois, j'avais de moins en moins d'argent. La relation avec mon père qui a toujours été, tu vois, où même si, oui, tu vois, il a jamais fait de business successful, j'ai toujours parlé avec lui. C'était quelqu'un, tu vois, qui était une bonne oreille et que j'admire et qui me donne toujours des bons conseils. Et en fait, petit à petit, tu vois, notre relation, elle se détériorait. Moi, j'étais en Russie, au milieu de nulle part, à Taganrog. Donc, tu vois, c'est à 1h30 de Rostov. Donc, tu connais sûrement pas ces deux villes. Et genre, j'étais là-bas. Et là-bas, genre, après 2 jours, je rentre chez moi le soir à minuit parce qu'on faisait des énormes journées. Il y a un gars qui se fait à moitié tuer dans mon immeuble. On lui fracasse le crâne à l'extincteur. Donc, il y a une flaque de sang, du sang sur les murs avec des traces de mains. Il y a la police qui vient chez nous. Enfin, c'était vraiment genre horrible. J'étais au fond du fond, tu vois. Et là, je me rends compte que j'ai plus d'argent, que le projet avec les Russes, il avance pas du tout, qu'on va même pas pouvoir lancer de bêta alors que j'ai déjà 100 clients qui attendent parce que je leur ai vendu le truc sur des PowerPoint que j'avais fait, tu vois, pour leur montrer un peu l'interface et tout. Et donc là, tu vois, genre, j'ai une relation avec mes parents qui va pas très bien. J'ai quasiment plus d'argent. Je rentre en France. J'ai réussi par contre à trouver potentiellement des nouveaux associés, Vianney et François, parce que on a discuté. Donc je sais que le projet avec les Russes c'est fini. Je sais que j'ai quasiment plus d'argent. Et là, je me lance, tu vois, sur Lemlist. Et à ce moment-là, en fait, donc déjà tout ça c'est assez difficile. Mais à ce moment-là, en fait, quand je lance ce projet, j'ai mon père qui vient me voir, tu vois, et qui me dit, en gros, mon père et ma mère, hein, tu vois, qui me disent, est-ce que tu penses que c'est la bonne chose à faire, quoi. C'est-à-dire que tu as des diplômes, tu peux aller travailler, tu peux faire de l'argent, tu as essayé d'être entrepreneur, tu as essayé avec ton père, tu as essayé avec les Russes, tu as essayé avec Badis à HEC, et ça n'a jamais marché, tu vois. Et est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? C'est qui les nouvelles associés? Enfin, en plus, tu les connais pas très bien, machin et tout, tu vois. Et là, tu as des offres, tu vois, de job, donc vas-y, tu vois, plutôt que de rester au RSA. Et donc, et là, j'étais là, genre, c'est dur, tu vois, quand ça vient de ta famille. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que j'avais mes amis aussi où c'était pareil, tu vois. Mes amis, ils comprenaient pas, quoi. Genre, j'avais soit mes amis ingé qui, eux, bossaient depuis 2 ans et quelques. Et donc, qui étaient du boulot hyper facilement. Et qui ont de la thune. Donc, tu vois, ils se font des restos tous les week-ends. Toi, tu peux pas, tu vois. T'as pas l'argent pour faire des restos. J'avais mes potes à HEC, n'en parlons pas, c'est pareil. KPMG, voilà, tu vois. Donc, et c'est ça. Et tout le monde est là et personne comprend, tu vois. Et après, tu es censé valider rapidement, donc tu te retrouves en fait dans cet écosystème Startup Nation où tout ce qu'on met en avant c'est la levée de fonds, donc tu te dis c'est ce qu'il faut que je fasse pour être successful, pour montrer aux gens que je vais réussir, il faut que je lève des fonds. Et là je vais voir des investisseurs et en fait tout le monde me dit mais t'es personne, on ne te connaît pas, 2, t'es dans un marché qui a tellement de concurrents que jamais vous allez réussir, vous avez des acteurs aux US qui ont levé des centaines de millions, donc vous, si dans les 10 prochaines années vous faites 1 million, vous serez déjà genre successful. Et donc c'est des VC qui te disent ça, tu vois, c'est des gens qui voient plein de startups. Pour moi, je valorisais vachement leur avis. Et donc là, tu vois, ce qui a été très très dur pour moi, c'est qu'à l'époque, du coup, j'avais ma copine qui payait le loyer, on vivait dans 30 mètres carrés. Bon, moi, je suis partiellement italien, donc manger des pâtes, ça me dérange pas. Ça, sur la nourriture, ça allait. Mais en fait, j'étais là et tu vois, genre, putain, mais ça prend du temps, quoi. Et puis quand tu lances un logiciel, il faut développer le logiciel, il faut avoir les premiers clients. Et petit à petit, tu vois, ça a commencé à prendre. Mais on n'arrivait pas au stade encore où on pouvait se payer, tu vois. Pendant toute cette période, en fait, il y a eu 1 an où je pouvais pas sortir. J'étais obligé de mentir à mes potes régulièrement parce qu'à chaque fois où on me disait tu veux venir vendredi soir,
je disais au resto, tu vois, et ben je disais non, ben j'ai déjà prévu un dîner, ou non, je dois manger avec ma famille, ou j'ai ci, ou j'ai ça, tu vois. J'avais tout le temps des excuses, alors qu'en vrai, c'était juste, j'ai pas d'argent, tu vois. Ou quand on était en soirée et qu'on allait boire des verres, ben en fait, c'était ouais, non, je sais pas, je vais pas boire beaucoup ce soir, tu vois. Mais c'était tout le temps ça, tu vois. Et parce que je me payais une bière et parce que je sais que j'avais pas assez d'argent pour ça. Et à côté de ça, ma famille, tu vois, à chaque fois que je les voyais. La question, c'est comment ça se passe financièrement. Ouais, c'est ça. C'est quand est-ce que tu te payes. C'est genre, ça va la boîte et quand est-ce que tu te prends un salaire. Et tes amis, c'est la même chose, tu vois. C'est mais tu penses te prendre un salaire bientôt. Et en fait, cette question, elle te rabaisse tellement et t'as tellement l'impression d'être une merde, tu vois, pendant des années parce que bah, t'as galéré. Et en fait, tu perds toute ta confiance. Et toutes les choses que tu as pu réussir auparavant, tu vois, parce que ma vie, tu vois, j'ai quand même eu pas mal de facilités à l'école, tu vois, j'étais assez bon en sport, j'étais assez bon, un peu partout. Et là, c'est le truc où, non, t'es une merde en fait, tu vois. Et les gens autour de toi, qui sont les gens proches et qui sont censés te soutenir, ils te le rappellent, tu vois. Et mon ex-copine, tu vois, c'était la même chose. Il te rappelle, mais je comprends pas, t'es intelligent, t'as tout réussi, tu pourras avoir plein d'emplois. Ouais, et là, tu nous fais n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est genre, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu perds ton temps là-dessus? Et l'entrepreneuriat, à l'époque, en tout cas, tu vois, c'était moins glorifié et les gens, ils le voyaient pas comme quelque chose forcément de stylé à faire. Et donc, tu vois, moi, j'étais là et je m'acharnais, tu vois, et j'étais, putain, mais en fait, mon acharnement me forçait en fait à me renfermer sur moi-même, tu vois. Parce que je sortais beaucoup moins, je voyais beaucoup moins mes potes. Du coup, avec ma copine à l'époque, c'était aussi un petit peu compliqué, tout ça. Et en fait, tu vois, il a fallu vraiment 1 an avec Vianney et François. Mais au final, ce passage, tu vois, de ma vie, ça a été quand même 2 années où en fait, c'était galère, tu vois. Et après, les gens s'imaginent pas, tu vois, moi je me réveillais, tu vois, le matin, je me le réveillais, j'étais direct en train de faire du support. Le soir, j'étais là jusqu'à 23h parce que on bossait avec les US, 23h minuit. Et franchement, tu vois, c'était dur, tu vois. Et en fait, tu te poses tout le temps cette question, est-ce que je suis pas en train de rater ma vie, tu vois? Parce que tu as plein de gens qui, autour de toi, s'amusent, dépensent de l'argent, vont en vacances, tu vois. Eux, ils se payent des vacances l'été, tu vois. Toi, tu payes pas de vacances et tu es avec ta copine, elle a envie de partir en vacances. Mais donc, tu n'as pas d'argent. Et donc, tu vois, tu essayes de prendre des petits trucs, des petits boulots à côté pour essayer de faire des petites vacances. Je sais que tu peux être heureux, tu vois, sans argent. Et je l'ai été et j'avais pas trop de soucis avec ça. Mais c'est juste que tu as quand même ce truc où... C'est l'environnement qui te renvoie quelque chose. Et ton environnement, il te renvoie un truc, c'était un putain de loser, tu vois. Et t'es une merde, en vrai. Et c'était comme ça, tu vois. Et j'avais pas envie que ça soit le cas, tu vois. Parce que ce qui était difficile pour moi, c'est que ma vie d'avant, c'était pas ça, tu vois. Ma vie d'avant, c'était j'aidais les gens, j'étais le mec, tu vois, qui allait en soirée. Vu que je travaillais toujours à côté, j'avais toujours un petit peu d'argent. Et là, tu vois, c'était plus du tout le cas, quoi. Et donc, il y a ce truc qui est très, très difficile et aussi mon ego qui m'empêchait de demander de l'aide à mes parents aussi, tu vois. Donc, parce que ça faisait déjà des années que je leur demandais pas d'argent ou d'aide, donc j'allais pas le refaire. Tu vois, maintenant, c'était vraiment, ça aurait été l'ultime lose, tu vois, pour moi, quoi. Et petit à petit, ce qui m'a vraiment aidé, c'était pas mon environnement. Parce qu'après, il y a aussi le fait qu'avec Vianney et François, mes associés, et donc ça sera la deuxième histoire, mais c'était très difficile. Mais en gros, ce qui me motivait, c'était juste les gens que j'aidais, tu vois. Et avoir ce purpose, tu vois, genre cette mission qui était de me dire que, comme je parlais tout le temps aux clients de l'Emlist, ou en tout cas utilisateurs, je voyais des résultats pour eux. Et je savais que ça changeait un petit peu leur vie, tu vois. Et il y avait vraiment des petits trucs parfois où un mec m'envoyait un message. « Guillaume, merci d'avoir passé 1 heure avec moi pour m'aider à crafter mes campagnes. J'ai déjà reçu 5 ou 6 réponses. J'ai closé un deal. J'ai pu recruter quelqu'un à partir de ça. » Et en fait, tu vois, c'était des petits trucs comme ça, tu vois. Mais en vrai, moi, je me suis dit, tu fais un screenshot, tu te le fous et c'est un truc que tu vas regarder quand ça va pas et tu continues. Et en fait, il m'a fallu, tu vois, ouais, c'est le moment où on a pu se payer notre premier salaire, où là, je me suis dit, putain, mais pour moi, en vrai, je pense que j'ai été 10 fois plus heureux quand j'ai reçu mon premier salaire que quand j'ai reçu, tu vois, les 10 millions, même si ça peut te paraître totalement con et tout. Mais genre, ce moment-là, je sortais d'une période, mais c'était dur. Et en fait, tu vois, quand tu perds ta confiance en toi, tu perds tout, en fait. C'est-à-dire que t'es plus du tout la même personne. C'est-à-dire, genre, j'arrivais pas à parler aux gens, tu vois, genre c'était dur, je me rabaissais, même physiquement je me sentais pas bien, genre j'avais pas l'impression, je m'aimais pas, quoi, tu vois, genre j'avais plus d'amour pour moi, quoi, tu vois, j'avais l'image qu'on me renvoyait d'être une merde, genre j'avais ce feeling là, quoi, tu vois. Ça a pris du temps, tu vois, avant de reconstruire et tout, et c'était des petites briques, quoi, tu vois, mais globalement, ouais, je dirais que c'était le moment le plus difficile, quoi. En tout cas, merci Guillaume de la partager. Je sens que ça te touche, là, ça te fait quoi de la raconter d'ailleurs? Ouais, là on a passé du temps dessus, donc ça me rappelle des moments qui étaient
qui était pas facile parce que en fait ce qui est dur quand tu es entrepreneur, c'est qu'au final même si tu es entouré, même si tu peux rencontrer des gens, quand c'est la première fois que tu te lances, tu as énormément de doutes. Tu as beau montrer à l'extérieur que tu es sûr de toi, que ça va marcher et que de toute façon on te dit que c'est l'image qu'il faut que tu renvoies, mais dans les faits, tu doutes. Et tu es seul. Et en fait aujourd'hui, tu vois, même si on est à un stade où tu peux dire financièrement tout va bien et que c'est génial, je garde ce doute, tu vois, je garde le doute de plein de choses, mais en fait, à l'époque, je savais pas que le doute était naturel. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait pas avoir, tu vois. Et pareil, tu vois, cette vulnérabilité, le fait de partager ses échecs, c'était un truc où, j'y arrivais pas, quoi. J'y arrivais pas et tu vois, l'histoire avec mon père, pendant longtemps, j'ai raconté aux gens que, en fait, ça a été, que c'était un bon truc, que c'était juste un side project, que j'avais fait ça pour tester, etc. Mais c'est pas vrai, tu vois. Quand je me suis lancé avec mon père, moi, l'objectif, c'était vraiment de créer une marque, tu vois, limite mondialement connue, quoi. Tu vois, enfin, ouais, c'était... Non, mais vraiment, tu vois, enfin, je m'étais dit, on va y aller, on va faire un truc de ouf et on aura une histoire trop bien et je vais faire ça avec mon père et c'est trop cool, tu vois. Et c'est pas le cas, quoi. Et du coup, pour revenir avec ton père, du coup, les 10 millions, ça a changé quoi, du coup, pour lui ? Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, tu vois, parce que c'était pas 10 millions du jour au lendemain. Ouais. Mais typiquement, tu vois, ça a été... avec mon père, je dirais qu'il y a eu plusieurs choses ou des petits cadeaux que j'ai pu lui faire au fur et à mesure qui, pour lui, avaient de la valeur, tu vois, parce que comme il est graphiste, pour lui, ce qui est important, c'est les outils qu'il utilise. Donc, tu vas lui acheter des bons outils, des choses comme ça, tu vois, ça lui fait plaisir. Mon père, en fait, pour dire toute l'histoire, tu sais, c'est lui qui a trouvé le nom Lemlist. Hein. Incroyable. Parce que quand, en gros, moi, tu vois, je voulais lancer, j'ai commencé à discuter avec mes associés, tu vois, qui sont des développeurs, très développeurs, tu vois. Pour eux, le business, c'est pas du tout leur truc, quoi, tu vois. Et donc, quand je leur ai dit, il nous faut un nom, ils étaient là, mais en gros, on s'en bat les couilles du nom, quoi, tu vois. Et donc, moi, je voulais brainstormer avec quelqu'un, donc je me suis dit, je commence à brainstormer avec mon père, comme je faisais avant. Et donc là, on commence à parler, et du coup, il me fait, OK, vous envoyez des mails. À la base, on voulait faire en fait des listes que les gens puissent échanger leurs listes entre eux, parce que je savais que ça prenait du temps. Et donc, on voulait un truc comme ça, d'échange de listes et tout. Et puis, mon père, on était en train de chercher des domaines, parce qu'on voulait un domaine en .com. Tu vois, pour moi, c'était important. Et je voulais 2 syllabes aussi. Facile à dire dans toutes les langues. Enfin, tu vois, ce qui est super important en branding en soi. Et en gros, je pense que mail, si tu regardes un petit peu à l'envers, ça fait lem. Tu vois, c'est genre le verlan un petit peu. Et mon père a sorti Lemlist. Et on testait plein de noms, tu vois. Moi, j'avais genre Mailify, machin, des trucs comme ça. Et après, on dit Lemlist. Et là, je fais, attends, ça sonne super bien, Lemlist. Et après, il me dit, en plus, Lem, ça veut dire Lunar Excursion Module. Dans sa tête, c'est ce qu'il avait, tu vois. Et il dit, avec ça, tu vas envoyer tes clients sur la Lune, tu vois. Trop bien. Et du coup, genre, quand il m'a dit ça et tout, j'étais là, putain, mais c'est ouf. Et après, ce qui est horrible, tu vois, c'est que cette histoire, je la trouvais pas ouf, en fait, au départ. Et quand on me demandait d'où ça vient, Lem, etc., j'inventais toujours plein de trucs. Genre, à la base, j'ai dit que, parce que mes associés, ils s'appellent, c'est 2 frères qui s'appellent Le Croire, donc L-E. Et moi, mon famille, c'est Moubèche, donc tu vois, genre L-E et M. Du coup, je disais que ça venait de là, tu vois, le Lem. Et en fait, on avait inventé une histoire, tu vois, sur notre nom, alors que, en fait, très rapidement, je pense que, je sais pas, tu vois, j'avais ce feeling que j'avais envie de montrer que tout avait été fait par moi, que j'étais seul dans le truc, mais en vrai, non, tu vois, ça appartient à mon père. Enfin, c'est lui qui l'a créé, c'est ça l'histoire, et je suis fier de la raconter, quoi, maintenant, tu vois. Mais du coup, pour répondre avec mon père, je pense qu'à partir du moment où j'ai pu commencer à me payer, je pense que l'image que j'avais de moi était un petit peu différente, et donc j'ai pu lui reparler, passer plus de temps avec lui, et recréer un petit peu, tu vois, ce lien. Et petit à petit, je pense que lui, tu vois, ce qui était important, c'était que j'arrive à créer quelque chose. Mais après, ça a été compliqué pendant plusieurs années parce qu'il y avait ce côté où, en fait, tout ce que j'avais pas pu lui donner, je réussissais à le créer par moi-même. Et donc, du coup, il avait aussi ce côté où pour lui, c'était dur de se dire qu'il avait créé une boîte avec moi, mais que ça n'avait pas marché et que maintenant j'en créais une qui marchait. Donc il y a un peu, ça lui renvoyait sa propre loose, quoi. Exactement, tu vois. Et donc il se retrouvait dans la situation où j'étais. Et donc en fait, ça a été très dur, tu vois. Et donc notre relation, elle a été complexe, tu vois, pendant plusieurs années avant d'arriver à aujourd'hui, tu vois, ça va, ça se passe bien. Et c'est cool. Et je pense que le fait qu'il sache que, tu vois, je suis là pour lui, ma mère, mon frère, s'il y a un problème et tu vois, financièrement, il n'y a pas de souci et qu'à côté de ça, tu vois, il est fier de tout ce que j'ai pu faire. Et tu as déjà entendu la raconter, l'histoire du nom ? Je pense qu'il avait déjà vu un article où il y avait la fausse histoire. Mais après, l'histoire du nom, ouais, je l'ai raconté, je l'ai déjà raconté. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu, non. Bon, déjà, il y a plein de choses. Déjà, merci en tout cas, Guillaume. C'était vraiment ouf.
à plein de niveaux. Moi, tu m'as inspiré, hein, ça m'a mis les larmes aux yeux à un moment donné, enfin, ça m'a touché. Pour plein de raisons, bah, déjà, c'est vraiment le voyage du héros, l'histoire de la résilience, d'avancer. C'est aussi une grosse épreuve d'humilité, voilà, tu réussis scolairement, t'as plein d'atouts pour toi, t'as plein de feedback positifs et d'un coup, être prêt à perdre ça, c'est vraiment pas facile. On pourrait reparler d'ailleurs de growth mindset, fixed mindset, qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu décris. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand, entre guillemets, soit t'es beau gosse, soit tu réussis, soit t'es les deux, et t'attires plein de choses. Perdre cette étiquette, c'est pas facile. Merci pour la transparence de raconter ce que tu as raconté à un moment donné, ce qui s'est passé, l'écart qu'il y a. Je trouve ça hyper ouf. Et pour moi, ça montre qui tu as envie d'être et comment tu as envie de progresser. Et ouais, par rapport à cette notion qu'il n'a pas réussi, en fait, si. J'ai une conversation comme ça avec ma mère où elle me dit « Ah, j'ai pas réussi, machin ». Mais je dis « Mais en fait, je serais pas qui je suis sans toi, tu vois ». Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui dis « Et ça vaut combien en fait que tu aies réussi en tant que maman ?» à me donner ce qu'il faut pour que j'en sois là. Et donc, tu vois, ce partage, c'est sa réussite. Il a mis son empreinte créative, artistique dans l'M-List. Ouais, non, mais c'est clair. Et ça a mis du temps avant de... En fait, ce qui est ouf, je trouve, c'est ce côté où il y a plein de choses qui se passent que tu vas enfouir et tu te caches un peu des choses, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, tu vois. On sous-estime vachement l'impact que nos parents ont sur notre vie, tu vois, ou sur nos vies. Et en fait... C'est clair, enfin, tu vois, quand tu me racontes l'histoire de ta mère, ça me touche de ouf parce que ma mère, elle est italienne, donc tu vois, c'est la maman, tu vois, qui, pareil, tu vois, elle charbonne, elle fait un taf où elle est pas bien payée, elle est pas forcément, enfin, mais à côté de ça, tu vois, elle s'est toujours donnée pour moi et mon frère, elle s'est sacrifiée pour tout le monde, et c'est des gens, tu vois, qui n'ont pas forcément de reconnaissance et qui ont l'impression d'avoir raté, tu vois, ou de pas avoir fait des choses, et pourtant, derrière ça, tu vois, genre, c'est eux qui t'ont forgé, quoi, tu vois. Donc, et je trouve qu'il y a un peu ce côté où quand tu passes l'âge adulte, tu as besoin de t'émanciper et tu as un côté où tu as besoin de dire que tu fais tout seul. Ouais. Et je trouve ça con parce qu'en vrai, c'est pas le cas, tu vois. C'est une phase pour couper bien le cordon et avoir confiance en toi. Mais effectivement, je pense que d'ailleurs, tu te sens mieux toi-même quand tu reconnais que c'est grâce à plein de personnes. C'est grâce aux autres, ouais. C'est pour ça que c'est les gens qui disent self-made man, tu vois, genre je réussis tout seul ou truc comme ça. Autodidacte, c'est faux. Ouais, c'est faux. Tu lis des livres, t'écoutes des bouquins, tu fait. rencontres des gens, t'as des équipes, t'as tes amis, tes parents, tes grands-parents. Ouais. Non, c'est clair, c'est ouf. On va passer sur la deuxième histoire, mais en tout cas, vraiment, je trouve ça hyper inspirant. Et effectivement, en fait, quand tu commences à croire que ta valeur, elle est déterminée par tes résultats, qu'ils soient scolaires ou quoi, ça te met dans un piège, en fait. Parce que du coup, qu'est-ce que t'aurais pu faire ? T'aurais pu dire, bah en fait, maintenant que j'ai cette étiquette, maintenant que j'ai réussi je reste dans des cases. Ouais, je reste dans des cases qui vont m'assurer de les garder. Je vais aller à KPMG, je vais aller dans une banque à Londres. Devenir voilà, et du coup tu prends pas le risque et en fait c'est ouf le nombre de gens qui font pas des choses et l'entrepreneuriat c'est une manière mais ça peut être aller s'épanouir en tant qu'artiste, faire son tour du monde, créer une vidéo qui t'inspire, créer le livre qui te fait rêver, te mettre à peindre ton style. Le nombre de gens qui ne le font pas parce que justement ils ont peur de perdre l'étiquette qu'ils ont gagné, l'étiquette de tu réussis, ça marche pour toi, bravo. Et moi ton histoire elle a fait beaucoup d'écho parce que j'ai arrêté mes études d'ingénieur avant la fin. Mon père qui a été abandonné par ses parents, pour lui c'était incompréhensible parce que c'était son rêve que je devienne ingénieur, j'allais être sécurisé, j'allais avoir de l'argent, j'allais me retrouver avec un toit, à manger, c'était chaud pour lui. Mais ça demande de vraiment être prêt à passer par toute une phase où d'un coup t'es la loose intergalactique. Ah, c'est clair. Et donc ça m'amène à la question, et après on passera sur l'autre histoire, c'est au final, ça t'a apporté quoi à toi de passer par cette phase de down par rapport à une version fantasmée de ta vie qui aurait pu être c'est en haut et puis boum direct l'M-List et ça marche tout de suite. Qu'est-ce que t'as apporté d'avoir cette phase un peu de galère ? Je pense que le côté résilience, je pense que je l'avais en moi, tu vois, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, je m'entraînais dur, etc. Mais à ce point, tu vois, genre sur plusieurs années où t'as pas de résultat, ou en tout cas, tu vois, tu as toujours cette image qui t'est renvoyée et que tu te renvoies à toi-même de lose et lose intergalactique et genre où tu te sens vraiment pas bon et tout. En fait, je pense que ça m'a permis déjà d'apprécier ces moments parce qu'en fait, je sais que c'est dans ces moments-là où aujourd'hui, t'as le plus grand des apprentissages. Ma mentalité, elle a totalement changé grâce à ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on parle, tu vois, de haut et bas, etc., tout ça, mais je pense que les gens
qui parlent, tu vois, des choses qui leur arrivent et qui se mettent en position de victime, c'est des gens qui changeront jamais en fait, enfin qui resteront toujours dans cet état et dans cette zone de confort. Il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire d'un fermier chinois, je sais pas si tu la connais, où en gros le fermier chinois, il a un seul cheval avec lequel il travaille. Ouais, okay. Son cheval en fait il meurt et donc en gros il a plus de cheval, donc tout le monde vient le voir dans le village, lui dit putain mais c'est vraiment horrible ce qui t'arrive et tout, et il dit peut-être. Le lendemain, t'as 7 chevaux, tu vois, qui arrivent, qui sont des chevaux sauvages et qui décident de se mettre là où il y a le fermier et qui décident en fait d'aller à l'étable et de rester là et de se faire adopter par le fermier, quoi. Et donc là, pareil, le village revient et dit mais t'es le plus chanceux au monde, quoi. Et il dit peut-être. Le lendemain, t'as le fils du fermier qui prend un des chevaux, tu vois, et qui part comme ça pour aller dans la forêt. Et là, il se fracture la jambe, l'os qui sort, horrible. Il peut plus aider le fermier. Donc le fermier se retrouve tout seul à devoir encore porter des trucs de plus en plus lourds, etc. Pareil, les villageois qui viennent et disent mais c'est horrible, quoi. Enfin, t'es le plus malchanceux, quoi. Et il dit peut-être. Et le lendemain, t'as l'armée qui vient. Et parce qu'ils ont besoin de soldats, et là ils voient le fils qui est là avec la jambe et l'os qui sort, quoi, et ils disent bah on va pas le prendre, quoi. Et là pareil, les mecs viennent le voir mais en fait t'as trop de chance, et il dit peut-être. Et en fait le truc c'est que peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu sais pas comment ça va impacter ton futur, tu vois. Et en fait pour moi, je prends pas les choses comme des hauts et des bas ou des trucs qui m'impactent, tu vois. Tout ce qui est en dehors de mon contrôle, je le prends pas comme du bien ou du mal, comme un haut ou un bas, tu vois. Je le prends juste comme un apprentissage. Et je pense que toute cette partie-là, et ce qui a été très dur, tu vois, pendant des années et tout, je sais à quel point j'ai appris, tu vois. J'ai appris à être beaucoup plus humble, j'ai appris à, tu vois, savoir ce que je savais pas, j'ai appris à baisser la tête et à travailler dur, j'ai appris, tu vois, à être vraiment, tu vois, focus sur la valeur que j'apportais aux gens, j'ai appris énormément de choses pour monter et faire grossir un business. Et en fait, tout ça, ça aurait pas été possible si j'avais pas dû, tu vois, genre eu cette volonté d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher cette liberté qui était si importante pour moi, en fait. Et je pense que ça m'a transformé, ouais. C'est quoi le moment le plus ouf dans cette petite histoire-là ? Le moment, je pense, le plus ouf pour moi dans l'entrepreneuriat, c'était le moment où j'ai pu me payer. C'est-à-dire que tu vois, nous on a commencé la boîte avec 1000 euros, enfin 1024 euros pour être précis, parce que mes associés sont développeurs et ils adorent les puissances de 2. Okay. Et du coup, on n'avait pas trop d'ambition au départ. L'objectif, c'était vraiment juste réussir à se payer un salaire et bosser sur un projet qui nous anime et qu'on aime. Et en fait, je t'avoue que petit à petit, comme on a eu de plus en plus de traction, on a vachement décollé aux US, qui est aujourd'hui notre plus gros marché. Et en fait, petit à petit, on a eu de plus en plus d'ambition. Et c'est à ce moment-là où, quand on a vu qu'on avait énormément de traction, qu'on s'est dit, OK, c'est peut-être le moment, donc quand on a dépassé les 10 millions de revenus récurrents annuels, de vendre une partie de la boîte pour au moins enlever cette pression que tu as sur les épaules quand tu te dis que ton business, il vaut des centaines de millions, mais que toi, tu n'as rien touché. Ouais. Donc, on a commencé à discuter un petit peu avec des potentiels racheteurs sur une partie, et puis ça s'est fait de façon assez smooth. Donc, la sensation quand ça t'arrive, bah, c'est un peu bizarre. Tu te dis, ouais, ça y est, je suis multimillionnaire. Et en fait, après, tu te dis, bah, ouais, enfin, j'aime toujours les mêmes choses. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, donc, ouais. Et du coup, ça a changé quoi dans ta vie ? Il y a plusieurs points qui ont été cool. Un, c'est les personnes que je rencontre. Donc typiquement, vu que tu passes un cap, bah, y a plein de gens qui te contactent et qui sont intéressés et intéressants. Donc tu vois, j'ai rencontré des gens qui ont fait des boîtes à plus d'1 milliard, enfin tu vois, des trucs. Ça te fait rentrer dans un autre c'est une autre sphère. Ouais, c'est ça, un autre cercle. Et du coup, c'est ultra inspirant parce que moi, en fait, je pars du principe que j'ai énormément de choses à apprendre, que c'est que le début. Et du coup, c'est ultra excitant d'être avec plein de gens, tu vois, qui sont... je sais pas, 10 ans en avance sur toi et qui te motive à faire de choses encore plus grandes. Ensuite, il y a le côté où ça m'a vachement rassuré au niveau de ma famille, parce que forcément, tu vois, enfin moi je viens pas d'une famille avec beaucoup d'argent, etc. Et le fait de pouvoir se dire que s'ils ont un problème ou si à un moment, bah voilà, tu peux sécuriser, ça c'est très cool. Et donc ça t'enlève, en tout cas moi ça m'a enlevé un petit peu ce poids que je pouvais avoir de te dire ok, il faut quand même faire attention à l'argent, sur ce que tu achètes, sur tout ça, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui dépense énormément, j'ai pas des goûts de luxe, tu vois, j'ai pas des montres de l'espace, j'aime pas conduire des voitures. J'étais déçu, je pensais que t'arriverais avec une chaîne en or. Non mais tu vois, c'est pas mon style, quoi, tu vois. Moi j'aime bien me faire des kebabs avec mes potes, enfin tu vois, je suis quelqu'un de simple.
Et en fait, le fait de te dire que globalement, tu as de l'argent, que tu peux aussi investir un petit peu partout et qui va te rapporter des intérêts chaque année, en fait, c'est cool, c'est vraiment apaisant. Et justement, en termes d'investissement, tu es plutôt investissement start-up, ETF, immobilier, crypto, c'est tout? Ouais, je fais tout en fait. Enfin, tu sais, j'ai mis, je pense, un peu moins d'1 million en crypto. Après, j'investis dans l'IMO, donc j'ai gros investisseurs. Un peu moins d'1 million en crypto, c'est quand même pas mal déjà. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est quel type de crypto? Du coup, en fait, j'ai un fonds qui s'occupe de ça pour moi. Donc moi, j'achète des parts dans un fonds crypto et eux, ils s'occupent de diversifier. Ouais, donc soit ils achètent des cryptos, soit aussi ils font un petit peu de trading, tu vois, sur d'autres choses. Donc en gros, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, tu vois, pour tous les investissements, sauf des investissements en startup que je fais moi-même en direct. C'est quoi ton thought process pour assesser comment ce fonds il est pertinent? Parce que typiquement dans le domaine de l'argent, tu as plein de belles promesses mais qui en fait sont fausses, ou en tout cas elles sont distordues en te montrant juste ce que j'adore. Par exemple, certaines banques, c'est te montrer la performance d'une action sur 3 semaines et regardez ce qu'on a fait. Et justement c'était pourri. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi typiquement ce fonds-là? T'as été recommandé, tu as vérifié certaines sources d'infos, tu as fait comment? Ouais, alors en fait, c'est ça c'est super intéressant parce que tu vois, quand tu commences à avoir ce genre de somme et que tu dois placer. Plein de petits requins qui arrivent. Ouais, et du coup, il faut avoir des gens de confiance. Donc nous, on a une sorte de family office qui nous accompagne avec mes associés. Et en fait, c'est des gens qui nous ont rendu un énorme service et qui ont bossé pour nous gratuitement avant qu'on devienne client chez eux. Donc déjà, en fait, il y avait la relation de confiance qui avait été placée. Ensuite, j'avais aussi des recommandations sur ce qu'ils avaient pu apporter à d'autres entrepreneurs. Donc, ils m'avaient été recommandés. Donc forcément, tu vois, ça aide. Et ensuite, eux nous recommandent des fonds, ou en tout cas, ils nous proposent certaines choses que leurs entrepreneurs utilisent. Et donc, en fait, typiquement sur ce fonds de crypto et early crypto, en fait, j'ai regardé les retours sur les 3-4 dernières années. Et ensuite, tu regardes ta stratégie. C'est-à-dire que la crypto, tu sais que c'est quelque chose de risqué. Moi, tu vois, l'argent que j'ai mis chez eux, c'est l'argent que je suis prêt à perdre à 100%. Tu vois. Et après, tu as différentes stratégies d'investissement où tu te dis, OK, moi, j'avais 10 millions à placer globalement. J'ai dit, OK, 1 million, donc 10%, ça va dans du très risqué, ce que je considère très risqué, la crypto. Et après, je fais des investissements qui sont plus ou moins safe. Tu vois, startup, il y a différents levels de startup dans lesquels j'investis. Soit c'est early stage, où là, je considère que c'est risqué aussi. Soit c'est plutôt late stage, où là, tu vois que c'est parti pour aller faire une IPO. Tu rentres un peu plus tard et tu sais que dans les 2-3 ans, tu auras fait x2, x3, tu vois, sans trop de stress, quoi. Et d'ailleurs, tu t'es payé toi, ou ça passe par une holding que tu as créée qui te permet d'éviter de passer par l'impôt perso, quoi? Ouais, alors en fait, on a quand même dû payer des impôts parce qu'en fait, il faut que ta holding, elle détienne les parts depuis quand même plusieurs années pour ne pas avoir d'impôts. Et donc, du coup, nous, on a payé, je pense, l'équivalent de peut-être 700 000 euros, un truc comme ça en impôts. Chacun ou tout? Ouais, non, chacun. Okay, ouais. Et ça fait bizarre, non? Ouais, après, tu vois, ça fait des années que je paye plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Tu vois, genre par mois en impôts sur mon salaire, je dois payer 15-20 000 euros. Enfin, tu vois, d'impôts. Tu fais beaucoup d'argent, t'en donnes beaucoup à l'État. C'est le jeu, tu vois. Donc tu me disais crypto, on va pas, c'est pas un podcast finance, mais on est parti dessus, c'était intéressant. Donc crypto, et c'est quoi les autres sujets? Il y a des fonds, donc des fonds qui vont investir pas forcément en start-up, mais parfois dans de l'IMO ou sur d'autres opérations. Ensuite, il y a les investissements IMO en direct, et ensuite j'ai mes investissements du coup start-up que je peux faire. Et après, il y a d'autres types d'investissements qui sont un petit peu plus safe. C'est comme des sortes d'actions, quoi, on va dire. C'est des ETF? C'est pas des ETF, mais ça va être, tu vois, genre des boîtes qui sont par exemple cotées en bourse, mais qui font des augmentations de capital. Tu peux racheter leurs parts et tu as de la liquidité après 1 an parce que tu peux les revendre de façon assez rapide. Comment vous avez trouvé l'idée de l'Emlist? Ça venait de qui entre les trois, hein, c'est ça, vous êtes trois? En gros, moi j'avais une agence d'acquisition, c'est-à-dire que j'aidais les entreprises, PME, start-up, un peu partout dans le monde, à faire leur campagne de prospection. Par des ads? Non, donc vraiment de la prospection où tu envoies des campagnes d'email ou des messages LinkedIn, etc. Donc toi, en gros, je vais te dire, on va définir ton client cible, entrepreneur qui a une boîte avec plus de 50 personnes, basée aux US dans, je sais pas moi, les biotech par exemple. Moi, j'allais créer la liste, ou en l'occurrence, j'avais des gens qui bossaient pour moi pour créer des listes de prospection, écrire des emails, envoyer les messages, et directement, j'allais te dire, OK David, t'as 20 rendez-vous pour ce mois et tu dois tant. Donc, c'était mon business model. Sauf qu'après avoir utilisé en fait tous les outils,
tous les outils, globalement, ils te vendaient la même chose. C'était mettez votre prospection en autopilote et vous allez être riche, quoi. Sauf que dans les faits, c'était énormément de taf manuel. Et donc, moi, je me suis dit, OK, plutôt que de vendre un truc qui est totalement faux, parce que si tu mets ta prospection en automatique totalement, tes résultats, ils vont être nuls. C'est sûr que tu vends, en fait, du rêve à tes clients. Mais Ça en fait, vend. derrière, ça vend, mais ils sont tous déçus. Et donc moi, en fait, je me suis dit, OK, on va pousser ce qui est le plus important, c'est-à-dire la personnalisation. Donc, essayer d'aider les gens à personnaliser beaucoup plus leurs emails, pouvoir mettre des photos personnalisées, de la vidéo, etc. Donc, pour rendre le côté beaucoup plus humain, parce que la prospection, c'est vraiment de la relation au final. Et en fait, créer une plateforme aussi qui te force en fait, à personnaliser chaque message potentiellement que tu envoies et donc lutter contre le spam, tu vois. Parce qu'au final, ce qui fait du mal à la prospection commerciale, c'est toutes les personnes qui spamment tout le temps, tu vois. Et donc, on est arrivé avec cet angle où tout le monde allait dire, tu vois, c'était l'époque où l'IA, le machine learning, etc., c'était vachement en vogue. Et nous, on était un peu au début à l'encontre, tu vois, de tout ça parce qu'on disait, bah non, mais il faut créer du lien. Il faut que, tu vois, quand tu veux créer des relations, il faut passer du temps à rechercher la personne que tu vas contacter, etc. Et donc, en fait, en faisant ça, on a été totalement différents et ça a commencé à prendre et ça a commencé à prendre vite et vite aux US aussi. Et toi, là, en termes d'équipe aujourd'hui, tu as des équipes anglophones, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi un petit peu la répartition francophone-anglophone dans ta boîte? En gros, la partie dev, elle est en France parce que mes associés qui s'occupent de toute cette partie-là, ils sont francophones et l'anglais, ils parlent anglais, mais ils ne sont pas fluents, tu vois, à 100%. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de parler en français. Donc, on doit avoir, je sais pas, une quinzaine de développeurs. Ensuite, en marketing, il y a des gens en France et français, mais ils sont globalement 100% bilingues, quasiment tous. Et du coup, ouais, market, sales et vidéo, je dirais que ça représente pareil, 20-30 personnes, 30 personnes peut-être. Et après, il y a la fonction support où on doit avoir une quinzaine de personnes. Donc au total, là, on est 55-60 et je pense qu'on sera 90-100 à la fin de l'année. Là. Il y a combien de gens qui parlent pas français? Des gens qui parlent pas français, je dirais que dans la team, il y en a 60-70%. Ok, 60-70%. C'est-à-dire que quand vous faites un meeting, Ouais, c'est en anglais. C'est en anglais. Ouais. Et toute notre communication est en anglais en interne, quoi. Donc sur Slack, l'outil de communication, c'est que de l'anglais. Trop bien. Et ça va pour tes associés, ils arrivent à s'en sortir? Ouais, en fait, tout ce qui est par écrit, ils comprennent, il n'y a pas de souci, c'est juste... l'idée au quotidien, manager. Ouais, c'est ça. Et puis tu sais, quand tu dois expliquer des choses complexes, techniques, ça devient difficile pour eux de le faire en anglais, en fait. En termes de recrutement, moi je me suis rendu compte à quel point c'était peut-être la mission, ou en tout cas dans le top 3 au moins des missions les plus importantes de l'entrepreneur. C'est quoi un petit peu les apprentissages que tu as fait en termes de recrutement pour optimiser les chances déjà d'être face à des super candidats et ensuite arriver à les identifier? Je pense que ce qui est ultra important quand tu es entrepreneur, et toi tu l'as super bien fait, c'est construire, tu vois, ta personal brand et montrer de quoi tu es capable en fait. Parce que de un, ça inspire tes équipes parce que tu arrives à leur montrer comment est-ce qu'on fait les choses vraiment. Et tu vois, c'est pas juste l'entrepreneur ou le CEO qui est sur sa chaise et en fait, les gens ils se disent mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout? En fait, on le voit jamais, il écrit jamais de contenu et il se permet, tu vois, de dire que c'est de la merde ce qu'on fait ou peu importe. Enfin, tu vois, à partir du moment où tu fais et que tu montres aux gens, je trouve qu'en anglais, on dit lead with example, tu vois, et c'est vraiment ça, quoi. Et je pense que tu l'as très, très bien fait. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi, en créant, tu vois, une personal brand, écrire du contenu, montrer les choses aux gens. Ça te permet déjà d'attirer des talents parce que les gens ont envie de bosser avec toi parce qu'ils se disent, je vais apprendre énormément de cette personne. Donc ça, je dirais que pour la question sur attirer les talents, c'est le premier truc qui fonctionne bien. Et ensuite, le deuxième point, pour repérer les talents, quand tu les recrutes, c'est extrêmement difficile. Donc, à la base, moi, je faisais vachement au feeling, où j'avais plutôt des conversations, tout ça. Maintenant, c'est très processisé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Ensuite, moi, je fonctionne aussi avec des scorecards. Donc, j'essaye de voir ce qui est important. Tu vois, donc, comment est-ce que tu alignes avec les valeurs de la boîte, l'attitude et ensuite les skills. Parce que quelqu'un, tu vois, qui n'est pas aligné avec les valeurs de la boîte, ça ne fonctionnera pas. Donc attends, la scorecard, pour bien imaginer, elle va ressembler à quoi? Et il va y avoir combien d'éléments? Parce qu'on peut facilement, moi j'ai déjà fait l'erreur, tu mets 38 éléments et après tu n'arrives même plus à objectiver, il y a trop de choses. Ça ressemble à quoi une scorecard chez toi? Scorecard, pour moi, ce que je vais mettre dedans déjà, c'est les valeurs. Est-ce que cette personne est alignée avec les valeurs de la boîte? Mais c'est une ligne par valeur, une note par valeur? Donc il y a 3 valeurs. Qui sont quoi pour toi?
Bah, nous, du coup, c'est optimisation continue. Donc, par exemple, est-ce que la personne peut me montrer qu'elle a pris un process et qu'elle a optimisé au cours de ses expériences précédentes, tu vois, ou est-ce qu'elle est en apprentissage continu, tu vois, donc c'est quoi le dernier sujet sur lequel tu t'es formé, pourquoi, qu'est-ce que tu as aimé, est-ce que tu peux m'en parler, enfin, tu vois, genre, tu essayes de creuser pour avoir un petit peu toutes ces infos. Ensuite, il y a la partie, du coup, get shit done. Donc, c'est qu'est-ce que tu as fait auparavant, tu vois. Si tu recrutes un content writer, par exemple, donc un mec qui écrit du contenu et qui n'a jamais écrit un article. Il a plein d'idées, mais il écrit pas. Ouais, c'est ça. Bah, tu te dis, OK, ou tu vois, où tu as écrit combien d'articles l'année dernière, c'était, tu vois, ou quel type d'article, c'était quoi les vues, etc. Notre dernière valeur, c'est deliver wow. Donc, c'est, on veut qu'à chaque fois qu'on sorte quelque chose, il y a un peu ce truc de, tu vois, genre on a surpris les gens, on a créé quelque chose d'un peu unique. Et donc là, c'est pareil, tu vois, c'est qu'est-ce que tu as fait auparavant que tu penses je sais pas, à impressionner ton manager ou autre, tu vois, ou voir si les gens sont créatifs, voir si les gens ont envie de sortir un peu des cases et des sentiers battus. Donc ça, c'est vraiment la partie culture. Okay. Ensuite, pour chaque personne, dans ma scorecard, en fonction des jobs qu'on recrute, comme les compétences vont être différentes, bah, en fait, je vais avoir, je pense, 3 parties sur les skills. Donc, tu vois, un content writer, par exemple, il doit être pour moi savoir comprendre, tu vois, le SEO. Donc, en gros, je vais lui poser des questions sur du SEO. Comment tu fais pour trouver les mots-clés que tu vas utiliser? Comment tu fais pour booster ton article une fois qu'il a été publié, etc., etc. Donc, pour 3 skills par personne qui sont essentiels. Donc, tu te limites à 3 en tout cas. Ouais, je me limite à 3 tout le temps. Donc 3 valeurs, 3 skills. Ouais, 3 valeurs, 3 skills, comme ça fait 6 choses. Donc là, j'aurais testé la partie valeur, la partie skills. Et après, je mets juste une ligne pour attitude, mais qui pour moi peut être red flag. Et là, c'est vraiment du feeling. Parce qu'au final, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est en gros, si tu ne dois pas bosser avec la personne pendant 10 ans, ne bosse pas avec elle pendant un jour, quoi, tu vois. Enfin, genre, ne la recrute pas, quoi. Et ça, c'est un truc, du coup, l'attitude, c'est quand tu parles à la personne, est-ce que c'est quelqu'un, tu vois, qui est comme ça, qui est là, non, mais donc, du coup, j'ai écrit un article, non. Enfin, et là, tu te dis, oh là, lui, il va me vider de mon énergie, je le vois, genre, j'ai envie de me tirer une balle. Ou est-ce que, tu vois, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est passionné par son contenu, qui a la chauffe, qui adore l'entreprise, la culture, qui a envie de rejoindre et de tout péter, tu vois. L'attitude que tu as et, tu vois, les valeurs, c'est 2 choses que tu peux pas changer en fait. Il y a des gens qui sont comme ça et c'est leur nature et tu changeras pas et ça fitera pas en fait. Mais par contre les skills, pour moi c'est le moins important. C'est-à-dire que tu peux apprendre à quelqu'un s'il est motivé, mais par contre tu pourras pas changer son comportement, tu vois. Déjà, est-ce que c'est toi qui l'as fait de manière systématique ou est-ce qu'il y a des gens maintenant qui font l'entretien culture? Depuis quelques mois, là, j'ai placé quelqu'un de ma team qui était d'ailleurs un de nos meilleurs sales. Il est devenu Head of People and Culture. On a tendance à avoir les commerciaux, tu vois, comme des gens un peu requins et tout. Mais nous, la façon dont on le fait, c'est totalement l'inverse. C'est très relation. On préfère, tu vois, gagner la relation que gagner un deal. Donc, c'est-à-dire qu'on préfère dire à quelqu'un, c'est pas du tout un fit, utilise tel et tel truc, ça marchera pas pour toi, que de dire essaye quand même, tu verras, ça va le faire. Et juste parce qu'on s'entend bien, les gens payent et après ils sont pas contents. Et donc Simon qui était lui à fond culture, à fond dans j'aide à fond les gens, j'apporte un maximum de valeur, je motive les équipes et tout. À un moment je me suis dit pour moi en fait t'es la meilleure personne pour prendre ce pôle culture et ce pôle recrutement, tu vois. Et donc lui il bosse beaucoup là-dessus. Aujourd'hui je fais encore je pense 90% des fits culturels. Donc des entretiens. En général, je suis la dernière étape. Okay. Comme ça me permet de vraiment voir et aussi d'assesser un petit peu les skills en dernière étape. Je le fais de moins en moins parce que je fais confiance au manager, mais de temps en temps, je le fais pour être sûr qu'on est bien aligné, tu vois, et qu'on diminue pas nos attentes parce que c'est important d'avoir... tu sais, tout à l'heure, tu me parlais un peu de la talent density et des A-players. En fait, quand tu es surtout à notre stade où on sait que dans les 2 prochaines années, on sera à 200-300, en fait... tu as envie que les personnes qui sont là, c'est tes foundations. Donc, tu as envie vraiment que ça soit quali et que ce soit des gens sur qui tu puisses vraiment construire, quoi, tu vois. Et en plus, il y a un effet qui est fou, c'est que tes 200 premières personnes, ils vont attirer des gens comme eux, ils vont repousser aussi certaines personnes. Ouais. Donc, tu n'as pas envie qu'ils repoussent ceux que tu veux, typiquement. Tu veux plutôt qu'ils repoussent ceux que tu veux pas. Avoir ton embryon là, qui est bien posé et pas se dire allez, on y va à l'arrache et puis après tu te retrouves avec une culture qui est pas du tout celle que tu veux, c'est clé quoi. Ouais, exactement. Et puis après, il y a toute une partie aussi, tu vois, où donc moi j'ai cette scorecard, mais après il y a un truc qui est ultra important et qu'on a forcé dans le process de recrutement. Donc c'est normalement il y a un premier call, tu vois, juste pour tester un petit peu le fit. Ensuite il y a un call avec quelqu'un de l'équipe. Ensuite un call avec un manager. Ensuite il y a un test écrit.
Et ensuite, il y a un Test entretien. écrit pour tout le monde, même pour Tout un le sales. monde. Ouais, ouais. Pour moi, c'est le meilleur moyen de vérifier. Et en fait, nos tests, ils sont un peu différents aussi. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va te donner, c'est OK, bah, David, donne-moi 2 heures où tu es dispo. Et donc, tu me dis, par exemple, jeudi de 18h à 20h. À 18h, je t'envoie le test et à 20h, tu dois me le rendre. Parce qu'en fait, quand tu donnes des tests aux gens, si tu les times pas ou si tu leur dis tu as une semaine pour le faire. Tous mes potes qui. Bah ouais, c'est ça. Et tu as des gens, tu vois, tu peux encore cheater évidemment avec ce truc. Tu peux dire, bah ouais, de 18h à 20h, il y aura ce mec-là qui va m'aider, machin. Mais en fait, déjà, tu vois ce que les gens sont capables de produire en un temps limité. Et ensuite, ça te permet aussi de les tester dans ce type d'environnement, quoi. Nous, on a mis en place un truc, on a fait que sur un poste qui était un poste d'assistante, on a automatisé, la personne reçoit à une heure donnée un loom qui lui explique le test. Et en fait, en gros, elle allume la caméra et elle le fait, la caméra allumée. Donc du coup, à moins d'avoir vraiment quelqu'un, un petit peu, mais... Avec des pancartes derrière. Ça filme l'écran et elle. Ok. Ce qui fait qu'on la voit, les recherches qu'elle fait, Ah, c'est comment cool, elle ça. travaille. Ouais, donc on c'est a le trop produit cool. final, Ouais. le résultat final, mais on a aussi le process. Ouais, c'est très bien ça. C'était intéressant et c'est fascinant d'ailleurs de voir comment la Ah, bah personne ouais. va travailler. Est-ce qu'elle galère? Est-ce qu'elle recherche tout de suite? Comment elle recherche? Ouais. Ça dit pas tout, mais c'était intéressant. Ah bah, de toute façon, en fait, moi, c'est ce que j'adore. Tu vois, quand les gens écrivent quelque chose, enfin, pour moi, c'est la meilleure façon de rentrer un petit peu aussi dans leur cerveau, quoi. C'est comment est-ce que tu structures ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant. Ça te donne énormément d'infos, je trouve. Mais par contre, ça me surprend pour le côté sales. Les sales, on leur fait en fait écrire des campagnes de prospection, tu vois. En gros, c'est leur taf, c'est un test écrit, mais c'est par exemple, ça va être OK, tu dois trouver 10 CEO de SaaS company à San Francisco et écrire les icebreakers, donc les phrases d'intro que tu ferais si tu devais les contacter. Donc un peu la philosophie HubSpot de tu vas personnaliser. Ouais, c'est ça, genre tu vas personnaliser ton approche, qu'est-ce que tu vas réussir à trouver, tu vois, sur les CEO pour avoir ce petit hook. Est-ce que tu vas juste dire bravo pour les levées de fonds que tu as fait, ou est-ce que tu vas dire attends, j'ai lu ton dernier article sur ça, je trouvais très intéressant tel et tel point, ce qui m'a fait penser d'ailleurs à tel truc, et je pense que c'est pour ça qu'on doit se rencontrer, tu vois. Et en fait, c'est là où tu vois les gens qui sont un peu smart, les gens qui font les choses un peu différemment. Après, pour les sales, nous, on sait qu'on peut les former vu que c'est notre métier, et donc c'est facile de faire ramp up quelqu'un. Enfin, tu vois, moi, j'ai lancé des masterclass que j'ai vendus à des centaines et des centaines de personnes, et je sais les résultats que ça donne. Donc, c'est pas très grave, mais c'est juste pour voir, tu vois, au moins leur raisonnement et ce qu'ils font, quoi. Mais t'as pas l'équivalent version sales, c'est-à-dire en mode jeu de rôle pendant le process de recrutement? Ah si, ouais, si. Ok, t'as un jeu de rôle. Ouais, on fait toujours un jeu de rôle avec les sales, et c'est assez marrant parce qu'en gros, on fait peut-être 5-10 minutes, tu vois, de jeu de rôle. Et à la fin, je leur demande toujours, enfin avant quand je les faisais, maintenant je les fais plus, mais je leur demandais, tu vois, c'était qu'est-ce que tu penses de ta performance, tu vois. Donc là, les gens, généralement, tu vois aussi comment ils sont. Est-ce que c'est des gens qui sont très sûrs d'eux, genre en mode, je pense que j'ai plié le game. Tout déchiré. Ouais, c'est ça, tu vois. Franchement, là, j'aurais closé le deal, ok. Ou est-ce que, tu vois que les gens sont un peu plus timides et tout. Et donc, je leur donne des feedbacks. Et à la fin du feedback, je leur dis, est-ce qu'il y a des questions sur le feedback que je viens de te donner? La plupart me disent non. Je leur dis qu'ils peuvent prendre des notes et tout, et je leur dis ok, très bien, et on recommence à zéro maintenant. Et en fait, quand tu fais ça, déjà la plupart sont un petit peu déstabilisés, mais tu vois ceux qui ont écouté et ceux qui sont coachables en fait. Parce que pour moi, c'est le plus important. C'est à quel point quand je te donne un feedback, tu l'as assimilé et tu referas plus la même erreur, tu vois. Parce que si tu donnes des feedbacks aux gens qui refont tout le temps la même chose, t'as pas envie de travailler avec ce genre de personnes, quoi. Ouais, et ce que tu dis, c'est important pour reboucler sur la partie des compétences. C'est-à-dire que, effectivement, la personne peut apprendre les compétences, mais si elle absorbe peu des feedbacks que tu lui donnes, elle va peu évoluer. À l'inverse, quand t'as quelqu'un dans ta boîte qui absorbe vite les feedbacks, les incarne, les intègre, en demande, sa courbe de progression, elle peut être. C'est exponentiel, ouais, c'est clair. Et t'appliques ce truc-là du feedback pendant l'interview et on va dire deuxième test à d'autres métiers que le sales? Sur certains rôles, c'est assez compliqué. Tu vois, par exemple, quand je fais des interviews avec des devs, pour moi, c'est vraiment culture, quoi. Donc, je peux pas trop leur donner. Vous avez des copywriters ou un copywriter? On a des gens qui font content, on va dire. Et vous appliquez ce modèle-là de genre, tiens, ok, je viens de voir ton article, 3-4 feedbacks réécrits. Ça, on le fait pas trop sur les tests écrits parce que ce qui est compliqué, c'est t'as pas envie de faire bosser les gens, tu vois, genre trop gratuitement, on va dire. Donc, il y en a qu'on paye, par exemple, pour les entretiens par rapport aux tests qu'ils doivent faire. Mais on n'a pas encore mis en place, mais en vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Ça pourrait être utile, ouais, clairement, sur des copywriters.
Il y a 3-4 ans, on a fait face à un problème de taille qui me frustrait énormément. On stagnait vers les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et je comprenais pas comment m'en sortir. Jusqu'à ma rencontre avec Marc Simoncini où j'ai réalisé qu'un super entrepreneur, c'était pas quelqu'un qui était une machine en marketing, mais quelqu'un qui était une machine à recruter des talents. Et par hasard, en appelant la directrice du recrutement d'une des licornes françaises, elle m'a dit j'ai entendu parler d'un outil dont l'investisseur principal de Notion, qui est un outil que j'adore, a investi dedans. Cet outil, il s'appelle HB. Et quand je l'ai testé, il y a 4 choses que j'ai vraiment adoré avec eux. La première, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons pour construire du reporting et des dashboards qui sont vraiment clairs et arriver à extraire la data que j'avais besoin. La deuxième chose, c'est que souvent les outils de recrutement permettent de juste faire l'ATS et de gérer la relation d'un candidat qui vient de postuler, mais qu'il fallait utiliser d'autres outils de recrutement qui peuvent coûter jusqu'à 3000 $ par employé pour pouvoir faire ce qu'on appelle du sourcing. Et là, ils étaient en train de construire une extension sourcing inclus dans le package global. La troisième chose qui était importante pour moi, c'est que je sais que les équipes ont du mal à utiliser un outil qui est pas facile et intuitif à utiliser et ils ont mis un énorme effort dans l'UX et l'UI, c'est intuitif. Et la quatrième chose qui était importante pour moi, c'est d'avoir une API publique ouverte qui permette d'automatiser un maximum de choses. On s'est obsédé là-dessus, ce qui nous a permis de pouvoir absorber, alors qu'on avait une équipe de recrutement que de 2 personnes, on a reçu plus de 50 000 candidatures l'année dernière. T'imagines quand t'es une boîte comme nous de 60, c'est hyper dur à gérer. Mais on a pu automatiser des filtres automatiques, des relances automatiques, on peut avoir des systèmes d'alerte pour savoir si on n'a pas géré un candidat, pour préformater la manière de recruter les personnes en fonction de chaque poste. Bref, c'est dingue. HB, on l'utilise maintenant depuis plus de 6 mois et franchement, c'est en train de nous permettre de créer de la talent density. Et donc, je t'invite à regarder dans la description, regarder HB, c'est vraiment un outil incroyable. Aujourd'hui, Paradox, c'est quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et je pense qu'on a mis en place le système de recrutement qui va nous permettre d'aller jusqu'aux 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, HB, gros coup de cœur. T'as dit un truc tout à l'heure, constant optimization, c'est ouais, comment continuous optimization, ouais. Bon, j'adore apprendre, j'ai un biais du coup de lire, de regarder des vidéos, de me former et donc du coup j'ai tendance à vouloir que des gens autour de moi qui ont ce truc là de vouloir apprendre. Et la question que je me pose c'est est-ce que pour toi c'est éliminatoire justement un sales qui n'a pas lu dans les 12 derniers mois un livre sur la partie sales? Parce qu'effectivement, si moi j'étais sales, je lirais 6 bouquins au minimum sur le côté sales, je regarderais des vidéos, j'essaierais de trouver un mentor, j'essaierais de dupliquer des trucs, j'aurais cette approche-là. Mais je me dis, c'est ce qui marche pour moi, quoi. Est-ce que toi, du coup, c'est en mode, il faut que dans tous les métiers, partout, il soit dans cette processus d'apprentissage? En fait, pour moi, déjà, il y a plusieurs trucs. C'est que l'apprentissage, il vient pas, tu vois, je suis pas full focus sur les livres. Ouais. Donc je vais poser des questions, oui, quel est le dernier livre que tu as lu, etc. Parce que c'est assez facile. Mais en fait, après, j'élargis, tu vois. Si la personne n'a pas lu de livre, je vais dire, ok, quelle est la personne, c'est quoi les 3 personnes que tu suis sur LinkedIn, par exemple? Ou les thought leaders, tu vois, en sales. Ou quelle est la dernière vidéo que tu as regardée, ou le webinar auquel tu as assisté, tu vois. Et si la personne te répond, moi, j'apprends juste en gros en essai-erreur. En fait, ça, j'avoue que pour moi, c'est un petit peu... c'est un yellow flag, tu vois. C'est mitigé, quoi. Il faut aussi déchirer son entretien et qu'il est excellent partout ailleurs. Je me dis, bah ok, ça a l'air de fonctionner pour lui et on va tester et on va voir ce que ça donne. Mais après, tout dépend du rôle, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend tout le temps, il va avoir envie de devenir potentiellement manager, d'enseigner, etc. Et après, tu as des rôles où en fait, tu as juste besoin d'être excellent dans ce que tu fais. Et tu as des gens en fait, qui sont très bons parce qu'ils maîtrisent un sujet et ils creusent, tu vois, comme tu disais, en faisant, en passant du temps avec des personnes, en testant des nouvelles choses, mais ils le font naturellement par eux-mêmes. Moi, par exemple, avant de commencer l'Emlist, franchement, j'avais pas lu énormément de livres. En fait, ça m'a toujours fait chier de lire des livres. Enfin, tu vois. Après, j'apprends d'autres façons et tout. Et puis, j'en ai lu au fur et à mesure quand j'avais des problèmes spécifiques. Mais je disais livres, mais effectivement, des vidéos, audio, podcasts, articles. Mais je pense, et toi, tu as dû le voir aussi, c'est tout ce que tu apprends en théorie, c'est cool. Mais le vrai apprentissage, c'est quand tu te lances en fait et quand tu fais quelque chose. Tu vois, tu peux savoir comment on fait du copywriting, comprendre, tu vois, genre toutes les steps du storytelling. Mais en fait, c'est le moment où tu vas écrire ton post que tu vas savoir si ça plaît aux gens et si ce que tu as fait, c'est bien en fait. Et il faut le faire et le refaire et refaire pour que ça fonctionne. Et tu as des gens qui ont en fait, naturellement, n'ont pas besoin de cette structure. Et toi, je suis sûr que ça t'est arrivé, tu vois, de faire des choses avec ton instinct. Et potentiellement, après, tu t'es dit, en décortiquant,
ah bah ouais, tu vois, tu me parlais un peu de ton TED qui avait genre ultra bien marché. C'est en revenant par la suite où tu t'es dit, ah et putain, mais en fait là j'ai fait ci, ça, ça, et je l'ai peut-être fait quasi naturellement. Et en fait tout ça, c'est après que tu le vois, quoi. Trop bien. Tu as parlé de personal branding, j'ai pas voulu te couper. Donc effectivement, tous les deux, on a développé une marque autour de nous. Toi, tu veux développer la marque Lemlist tout seul, la communication de Lemlist tout seul, au-delà de toi. L'un apporte de la valeur à l'autre. C'est-à-dire que les gens connaissent le CEO de Lemlist, donc les gens commencent à voir un petit peu ce que fait Lemlist et notre page et tout ce qu'on fait. Et en fait, c'est des communications qui sont assez liées parce que la brand, donc la marque, tu vois, c'est moi un petit peu qui les définit, qui définit le ton, etc. Et donc en fait, tout ça, pour moi, c'est assez connecté. C'est juste que je pense que, tu vois, je pense Elon Musk, c'est un des meilleurs exemples. Bah, tu as beaucoup plus d'affect pour Elon Musk que pour Tesla. Enfin, tu vois, genre, c'est un truc, mais du fait que Elon Musk own Tesla, bah, en gros, tu te dis, OK, la marque est stylée parce qu'il est stylé, tu vois. Et en fait, tu fais de l'association comme ça entre une figure publique et une marque. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Mais moi, en fait, ce que j'ai créé surtout, c'est que j'ai développé des personal brands en interne pour beaucoup de nos employés. C'est-à-dire que tous nos employés, globalement, ils peuvent rentrer chez nous et faire un programme de coaching sur leur personal brand. Et par métier, en fait, je les aide à développer leur personal brand. Ça veut dire qu'ils créent de la communication, ils créent du contenu sur les réseaux. Je les aide à créer du contenu, en fait. Je leur apprends à écrire du bon contenu et leur expliquer qu'en fait, pour devenir les experts dans leur domaine, il faut qu'ils documentent tout ce qu'ils font et qu'en fait, si ce qu'ils ont appris aujourd'hui, ils le partagent, ça aidera des gens qui étaient dans leur situation il y a 2 mois. Et que c'est comme ça que tu construis une audience, en fait, en apportant de la valeur, en montrant tes apprentissages à des gens qui sont juste un peu plus early dans le process, tu vois. Et toi, donc, l'intention, elle est uniquement ce côté, ils vont mieux retenir ce qu'ils apprennent eux-mêmes. Est-ce que c'est dans le sens, ça développe toute la marque employeur Lemlist au final et ça, du coup, attire des talents? C'est quoi les différents intérêts que tu vois? En gros, il y a 3 intérêts. Premier intérêt, c'est que je pense que plus tu crées du contenu, plus tu deviens excellent dans ce que tu fais parce que ça te force, tu vois, à analyser en fait ce qui a marché, pas marché et aussi à t'approprier ta connaissance. Parce que tu vois, c'est que quand tu vas créer une vidéo, écrire un article, etc., que tu vas prendre un sujet qui était complexe peut-être pour toi et que tu vas devoir simplifier, tu vois. Et du coup, quand tu fais ça, je sais que les gens qui s'y sont mis sont devenus vraiment experts dans leur domaine et grandissent 10 fois plus vite. Ensuite, il y a le deuxième point que tu as mentionné qui est très vrai, qui est la marque employeur. C'est-à-dire que nous, on recrute en permanence et on cherche des talents. Et pour ça, il faut que les gens qui soient à l'extérieur se disent « Bah ouais, la team, l'Empire, Lemlist, en gros, c'est que des A-players, tu vois. Et c'est les meilleurs dans leur domaine, donc j'ai envie de les rejoindre parce que j'ai envie, tu vois, moi aussi d'être meilleur. Et j'ai envie d'être dans cette culture où tout le monde se donne, tout le monde grind, tout le monde travaille dur, mais tout le monde apprend beaucoup, tu vois. Et le troisième point, c'est évidemment un aspect commercial. C'est-à-dire que quand tu veux vendre un produit ou un service, ça se base uniquement sur la confiance. Quand je vais au supermarché acheter de la nourriture, j'ai confiance dans le supermarché pour me dire que cette nourriture ne va pas me tuer, tu vois. Quand tu vas au resto, c'est la même chose. Et quand tu achètes un produit, c'est la même chose ou un service. Tu te dis, OK, Lemlist, c'est censé m'aider à augmenter mon chiffre d'affaires parce que je vais pouvoir contacter des gens. En fait, tu me fais confiance. Et cette confiance, elle peut passer par 1 milliard de choses. Ça peut être du contenu sur notre site, ça peut être une recommandation par quelqu'un, mais ça peut, et dans une grande majorité c'est ça, c'est j'ai vu un post de quelqu'un de la team qui était bien, j'ai regardé son profil, j'ai vu où cette personne travaillait, et donc du coup, Lemlist, ça reste top of mind de plein de personnes, et donc là, en fait, le moment où ils ont besoin de l'outil, ils deviennent clients. Et en fait, on se rend compte que comme ça, en gros, tu as les 3 aspects qui sont trop cool, parce que c'est un win pour l'employé, parce que lui, il développe son audience et si plus tard il a envie de lancer un business ou changer, ce sera facile pour lui. Et 2, business pour nous et candidat, tu vois. Ok. Non, c'est une super idée. La friction interne là que j'ai, par exemple, imaginons, je prends quelqu'un dans la team vidéo, c'est de me dire, créer du contenu, c'est un métier entre guillemets. C'est-à-dire que ça demande d'y réfléchir, ça demande de le structurer. J'aurais peur d'un effet un peu de dispersion, tu vois. Comment tu ajustes cet aspect-là, tu vois, typiquement sur la partie, justement, je prends l'exemple vidéo parce qu'en plus, pour le coup, est-ce qu'il créerait du contenu écrit ou est-ce que ça serait pas plus pertinent que ça soit sous forme de vidéo, typiquement? C'est une bonne question. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire, là, j'ai lancé un programme du coup en interne, tu vois, de coaching. Donc, c'est en gros, tu as 180 jours où je coach en fait toutes les personnes qui rentrent dans le programme. Et en fait, on bloque tous les matins, toute la team, 1h30. Tu as 90 minutes où tu écris du contenu et t'engages avec des gens pour construire ta personal brand. Et donc, tous les matins, de 9h à 10h30,
on est là en train d'écrire et chacun le fait, tu vois. Moi, j'écris moi-même les posts pour mes associés parce que c'est plus simple et que ça aide à construire leur personal brand et développer la partie tech et tout. Mais toutes les personnes en marketing, sales, etc. qui font partie de ce programme, le matin, pendant 90 minutes, ils sont là. Et en fait, 90 minutes par jour où tu fais ça, déjà, tu deviens consistent, tu vois, donc tous les jours, tu crées une habitude. Et ensuite, derrière ça, tu as le côté team, donc tout le monde est motivé parce qu'ils peuvent s'entraider. Donc ils écrivent du LinkedIn ? LinkedIn, Twitter. En gros, si tu veux vraiment construire une brand et être bon en content, pour moi, il faut lier les deux. Parce que Twitter, en gros, ça t'aide. Là, tu vois, je te parle d'un truc qui est très récent parce que j'ai vachement bossé dessus quand j'étais en Afrique du Sud et que j'avais un peu plus de temps. Mais en gros, globalement, Twitter, ça t'aide à être beaucoup plus concis dans ce que tu écris parce que tu es limité par la taille des caractères. T'as que c'est combien aujourd'hui ? 280 caractères, je crois. Okay. Et donc, en fait, tu es obligé de véhiculer une idée avec un nombre de caractères qui est restreint. Et en fait, ce dont tu te rends compte, c'est que comme à l'école, tout ce qu'on t'a appris sur l'écriture, etc., c'était remplir des copies doubles, quoi. Tu vois, tu te rappelles de ces trucs où t'écrivais tes rédactions, t'étais fier, tu vois, quand t'avais beaucoup de papier à rendre. Mais sauf qu'en fait, dans la vraie vie, les personnes qu'on adore, c'est ceux qui prennent des concepts complexes, et qui les simplifient et qui arrivent avec une phrase où tu te dis genre c'est percutant, quoi, tu vois, ça t'a... Il y en a un qui est trop fort là-dessus, c'est Naval. Naval, il est un psychopathe. Il est génial, franchement. Il m'a refait aimer Twitter. Moi, à la base, Twitter, je me disais, c'est pas pour moi. Et quand tu vois ces tweets, tu fais, oh putain, le con, il arrive à produire des insights. C'est une machine à citation, lui. Hein. À la base, j'y allais pas du tout. Pour moi, c'était un réseau social totalement dead qui avait été remplacé par LinkedIn. Et en fait, je m'y suis mis là il y a quelques mois. Et en fait, ce que j'adore avec Twitter, c'est que le contenu que tu vois, c'est le contenu des gens que tu suis. Mais les gens qui te suivent, donc qui sont tes followers, tu vois pas leur contenu. Donc en fait, ça veut dire que ton feed d'actualité, il est vraiment juste, c'est les cerveaux que tu suis en fait. Et donc clean. C'est super clean. Donc c'est-à-dire que Twitter te recommande rien ? Ils peuvent te recommander un petit peu, tu vois, mais globalement, c'est que le contenu des gens que tu suis. C'est pas le wall de TikTok où tu tombes aléatoirement sur ou même sur LinkedIn. Parce que tu vois, LinkedIn, il y a plein de gens qui m'ajoutent, que j'accepte. Et en fait, derrière, je vois leur contenu, c'est nul à chier, tu vois. Et j'ai pas du tout envie d'avoir ça. Donc en fait, ça me déprime d'être sur mon feed LinkedIn et j'y vais pas. Et donc, tu vois, par contre, quand je suis sur Twitter, je sais qu'à chaque fois, je vais voir des trucs qui vont m'inspirer, qui vont m'aider à créer du contenu. Et en gros, Twitter, l'avantage, c'est qu'il y a aussi un algo qui est assez puissant. Donc tu peux tweeter, par exemple, 3-4 fois par jour. Et en fait, ça te permet de tester les contenus et les formes de contenu qui fonctionnent. Et donc, en gros, je pense que pour toute personne qui se met à créer du contenu, au début, tu dois privilégier la quantité à la qualité, ce qui est un conseil que personne te donne, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est seulement en faisant de la quantité que tu vas commencer à devenir meilleur. Et pour ça, tu vois, c'est vraiment de l'entraînement. Donc, dans mon programme de coaching, tu vois, typiquement, les gens, ils doivent faire 4 tweets par jour et un post LinkedIn par jour. Et au début, c'est nul. Enfin, tu vois, genre, on va pas se mentir. Mais petit à petit, en fait, tu vois qu'ils commencent à construire une audience, tu vois que ça commence à bien fonctionner. Et après, tu vois, j'ai plein d'outils. Enfin, en gros, j'ai décomposé des milliers de tweets et posts LinkedIn pour créer des structures templétisées avec des choses qui fonctionnent. Par exemple, tu as un exemple de une ou deux structures qui marchent bien sur Twitter ? Ouais, bah sur Twitter, tu vois, ça peut être, je sais pas, un exemple, ça va être il y a gros chiffres. Par exemple, il y a 500 milliards d'extensions Chrome. Par contre, il y en a que 10 qui sont vraiment valuable pour les entrepreneurs. Gros contraste. Voici la liste. Et là, tu fais un thread et dans ton thread, numéro 1, voilà ce qu'elle va te permettre de faire. Genre, Loom te permet de record ton écran et ton screen. Voilà, moi, je m'en sers pour le support. SimilarWeb, ça te permet d'espionner tes compétiteurs et de voir combien de trafic ils ont sur leur site. Et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, ça, c'est des trucs qui marchent très bien. Ou, genre, les trucs aussi qui marchent bien, ça va être des listes. Donc, par exemple, comment devenir millionnaire dans les 2 prochaines années. Et dans ton tweet, tu peux même faire une liste dedans où tu mets, prendre un logiciel qui fait des milliards. Isoler une seule feature qui font, tu vois, genre prendre une seule de leurs features, trouver une niche pour adresser cette feature à cette niche et te focaliser sur ça pendant les 2 prochaines années en envoyant de l'outreach à des personnes très spécifiques, tu vois. Et voilà, tu as construit ton business, tu as apporté de la valeur, les gens ils voient ça, ils aiment bien. Donc tu vois, c'est des trucs soit très actionnables. Après, tu peux faire des choses aussi un peu inspirantes, tu vois, si tu as envie. Ça marche aussi, mais pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu plus de crédibilité. Il faut déjà que tu aies fait quelque chose. Ok, génial. En tout cas, vraiment, c'est contre-courant. Je ne sais pas beaucoup de boîtes qui proposent à leurs équipes de... Non, les gens ne le font pas en fait. Les CEO, ils ont peur de ça. En gros, tu as 2 choix. Tu as soit le CEO qui a une personal brand forte, et donc dans ce cas-là, qui va se dire, il y a son ego qui rentre en jeu, tu vois.
attends, mais mes employés, ils vont peut-être être meilleurs que moi sur ce truc, ils vont construire, peut-être qu'ils vont avoir plus de poids que moi sur les réseaux sociaux. Est-ce que je devrais leur partager tout mon apprentissage, toutes les choses que j'ai fait, mon audience, partager des choses? Tu vois, il y a un petit peu ce côté où ouais, c'est toi le chef techniquement, tu vois. Donc il y en a plein qui ont peur de ça quand ils ont une forte personal brand. Et ensuite, tu as les autres types de CEO qui, eux, ne produisent pas du tout de contenu et qui se disent, est-ce que j'ai vraiment envie que mon équipe passe du temps à créer des trucs pour potentiellement se barrer une fois qu'ils auront créé leur audience? Non, je préfère qu'ils bossent pour moi, qu'ils fassent ça et qu'ils soient focus sur leur taf, tu vois. Et donc, ils ont la vision, tu vois, qui est assez limitée. Et c'est pour ça que nous, en fait, c'est génial parce que comme personne ne le fait, on est 10 ans en avance sur tout le monde, quoi. Tu connais des boîtes américaines qui font ça? Il y a quelques boîtes. Il y en a une, Gong, où ils sont pas mal. Leur CEO n'est pas forcément ultra présent, mais ils ont des head-off qui sont assez puissants et donc après d'autres personnes dans leurs équipes, mais pas à ce stade en fait. Personne n'a vraiment processisé et industrialisé, tu vois, un programme de coaching et tout, parce que j'échange pas mal avec eux et je sais que ça reste un petit peu des initiatives, tu vois, qui doivent être leadées par les personnes, tu vois, et pas imposées. Imposées, ouais. Ce que j'allais dire, une bonne étape intermédiaire, c'est de le faire avec tes head of, quoi, déjà. Ouais, moi, tu vois, typiquement, on n'a plus de head of grosse là, donc j'ai repris cette partie. Et en fait, toutes les personnes donc, qui sont en marketing, ils sont forcés de faire ce programme. Tu vois, parce que je sais qu'en fait. On va recruter avec ça. Ouais, et parce que surtout qu'en fait, je sais qu'en market, si tu veux être un bon marketeur, tu dois écrire du contenu et tu dois savoir écrire du contenu. Et il n'y a pas de shortcut. Les gens qui ne le font pas et qui écrivent pas, en fait, pour moi, j'ai juste envie de leur dire changer de métier. Enfin, tu vois, c'est l'essence de ton métier, quoi. C'est comprendre comment fonctionne le storytelling, savoir véhiculer des émotions, réussir à, tu vois, prendre des idées complexes et apporter de la valeur, et surtout éduquer ton marché sur un sujet donné, quoi. Et là, donc justement, tu cherches un head of growth. Le marketing, le growth, aujourd'hui, c'est un mot qui est tellement large qu'il y a plein de gens très différents entre les personnes très analytiques, ceux qui sont plus growth hacking, optimisation, split test, et ceux qui sont plus justement, et ce qui est, je trouve hyper rare, le côté storytelling et copywriting. Il y en a plein qui disent oui, je fais du copywriting, mais en fait, ils savent pas te raconter une histoire qui va vendre. Ouais. Typiquement, tu parlais de tes 3 skills dans ton entretien d'embauche. C'est quoi là, typiquement, ton head of growth, c'est quoi les 3 skills que tu vas chercher chez lui, toi? Une des premières skills pour un head-off, c'est la partie management d'équipe. Donc, comment est-ce que tu arrives à challenger tes équipes? Parce que typiquement, tu vois, le head-of growth là, qu'on a et qui a décidé du coup de partir parce qu'il veut, tu vois, un nouveau challenge. Et je pense, en fait, ça fait environ 1 an où je le challenge énormément parce que c'était notre premier employé que j'ai formé et donc qui a vachement level up, tu vois, sur plein de sujets, mais qui a jamais été au niveau d'un head-off. Il faisait des one-on-one avec l'équipe, mais en fait, c'est moi qui lui disais tout le temps quoi faire. Et donc, du coup, l'aspect manager et l'aspect être capable de challenger les gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est compliqué, tu trouves. Enfin, c'est rare de trouver des profils comme ça. Et c'est un vrai rôle, en fait, manager. C'est pas juste, tu vois, être bon dans ce que tu fais et c'est tout. Parce qu'en fait, lui, il était bon dans ce qu'il faisait, mais du coup, donner du feedback à des gens un peu moins bons, bah, au final, ça le faisait chier. Enfin, tu vois, il aimait pas trop ça. C'était plus un expert qu'un leader. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, je veux vraiment quelqu'un qui soit donc dans ses skills, qui puisse être vraiment un coach, quoi. Tu vois, quelqu'un qui va aller booster les équipes et qui va pas avoir peur de les challenger. Parce que un des problèmes aussi que tu peux avoir avec tes managers, c'est ceux qui veulent être trop potes. I'm a chill guy, tu vois, genre je suis super sympa, les gens m'adorent, on rigole avec tout le monde et tout. Évidemment, tu veux une bonne ambiance, mais tu veux être celui qui, quand il arrive et quand il te dit bah là, tu vois, pour moi, tu n'atteins pas tes objs, là, tu fais pas ci, ça, ou genre les objs que tu t'es fixés, pour moi, ils sont pas assez ambitieux et il faut que tu fasses x2 ou x3. Il faut que tu sois capable de dire ça, quoi. Et quand tu es trop genre gentil et chill, bah en fait, tu le fais pas, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, la skills numéro 1, tu vois, c'est manager coach, quoi, tu vois. Donc quelqu'un qui soit capable de ça. Ensuite, c'est lead with example. Donc pareil, je veux quand même quelqu'un qui ait pu montrer et qui ait des achievements, tu vois, qui soient quand même assez marquants. Donc, dans ces skills, ça va être, il faut qu'il soit expert sur au moins une des différentes skills d'un head of marketing ou head of growth. Donc, ça peut être le storytelling, ça peut être le copywriting, ça peut être, tu vois, l'analytique, ça peut être, mais je veux qu'il ait, tu vois, ce côté expert vraiment sur au moins un des sujets. Et peu importe, entre guillemets. Ouais, aujourd'hui, peu importe. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets où je sais qu'à partir du moment où tu as une bonne base, tu peux aussi level up. Et le dernier point, c'est ce côté, bah voilà, tu vois, la base, c'est que ça soit aussi un généraliste, donc qui l'ait touché un petit peu à tout au fur et à mesure de sa carrière. Donc si je lui parle de SEO ou si je lui parle d'analytique ou de reporting,
j'ai envie que ça soit quelqu'un qui puisse me répondre, tu vois, et qui soit pas juste en PLS parce que il sait pas utiliser un Google Spreadsheet, tu vois, ou Excel. Et toi, donc, ta stratégie, ça va être de le recruter par le personal branding de toi ou de tes équipes plutôt que passer par un cabinet de recrutement. On a plusieurs canaux. Donc, on a notre département People qui fait de la chasse. Donc, il va networker avec des head of growth, tout ça. Et vous utilisez l'Emlist dans ce contexte-là? Ah ouais, à fond. On utilise l'Emlist à fond pour notre recrutement et pour notre prospection commerciale, quoi. Et en fait, une fois qu'on a des profils, donc il y a des profils qu'on source, il y a des profils qui viennent par eux-mêmes parce qu'on génère quand même pas mal de trafic sur notre page Welcome to the Jungle, donc pour recruter. Donc, on a des profils qui sont parfois intéressants. Et après, moi, je le fais aussi, tu vois, parce que ton rôle en tant que CEO, c'est d'aller recruter. Et donc, oui, il y a la personal brand qui ajoute de la crédibilité et qui va te faire venir quelques leads entrants. Mais à côté de ça, c'est important. Tu vois, moi, je vais parler avec pas mal de CEO, voir, tu vois, s'ils ont des profils en tête, soit des personnes avec qui ils ont bossé, soit des personnes qui connaissent. Et en fait, petit à petit, comme ça, tu commences à avoir des recos et des gens intéressants. Et après, tu vois, pour des postes de head-off, c'est toujours compliqué en fait de trouver, ça prend du temps en fait, parce que tu veux être sûr à 100% que c'est la bonne personne et que tu vas pouvoir construire avec cette personne une boîte, tu vois, qui vaudra 1 milliard ou plus d'1 milliard dans les prochaines années, quoi. Et toi, aujourd'hui, tu donnes des parts dans la boîte? C'est quoi le processus, le package de rémunération qu'il y a quand tu rentres? Typiquement demain, ce head of marketing, c'est quoi la proposition qu'il va avoir globalement? Ça dépend un petit peu de son niveau, tu vois, donc le nombre d'années d'expérience. Est-ce que je prends quelqu'un, tu vois, qui a un petit peu d'expérience, mais pas encore beaucoup, et que je vais me dire, ok, c'est pas grave, parce que je vais le coacher, je vais l'aider à y arriver, tu vois, à atteindre, on va dire, mes attentes, ou je prends quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais globalement, c'est un package où il y a un peu de part et un salaire, tu vois, ça va dépendre un petit peu du profil, mais en gros, entre je sais pas, 60 et 90K par an. Et ensuite, en part, on donne pour les head-off l'équivalent de 150 000 euros de part. Basé sur la dernière valorisation. Ouais, la dernière, sachant que depuis qu'on a quand même pas mal grossi, donc en vrai, ces parts, elles valent plus aujourd'hui. Et après, tu as aussi le côté où chaque année, en fait, tu peux avoir une augmente et tu peux avoir surtout plus de parts, en fait. C'est toi qui choisis? Il y a un comité pour décider qui prend des parts. Mais pour les head-off, globalement, il y a toujours un package avec des shares. Ok, mais quand tu disais ça peut être soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis je veux être augmenté ou je veux plus de parts, c'est comment le... Non, l'augmentation elle vient en fonction de ce qui a été fait, tu vois, genre globalement tes résultats. Et la partie avoir des parts en plus, ça vient des comportements exceptionnels. Donc est-ce que tu as fait une action dans la boîte qui a apporté quelque chose, tu vois, d'unique? En fait, tu as le scope de travail. Okay. Et là-dessus, c'est là où on va voir si tu remplis à 100% tes objectifs et que tu as fait ce qu'on t'avait demandé. Bah pour moi, tu as atteint tes objectifs. Donc oui, tu vois, tu vas pouvoir avoir une augmentation. Par contre, si tu as atteint tes objectifs et qu'à côté de ça, tu as fait des choses qu'on t'avait pas demandé mais qui ont apporté encore plus à la boîte. Tu as des exemples que ça nous aide à l'imaginer? C'est assez difficile, tu vois, parce qu'on est en train de le mettre en place dès maintenant, le package. Mais tu vois, je pourrais te dire un truc, ça pourrait être... donc, on peut prendre notre head of people. Il doit recruter, tu vois, à la fin de l'année. On sait qu'on doit avoir une team de 90 personnes avec des gens sur tous les postes, tu vois. Ça, c'est son job. Mais si derrière ça, en fait, il est venu me challenger pour me dire, tu vois, je pense qu'il faudrait qu'on crée une nouvelle équipe pour faire un média sur ci, ça, parce que ce qu'on est en train de faire, genre avec l'hypercroissance, et là j'ai trouvé 3 personnes qui peuvent faire ça, on le teste, on le fait, donc il les recrute, il a pris le risque, tu vois, de créer un nouveau département, on recrute ces gens, et ces gens, en fait, elles t'apportent beaucoup plus de followers, une marque employeur beaucoup plus strong, etc. Bah ouais, ça pour moi, tu vois, le gars il a fait l'extra mile. Il allait au-delà de ce que tu avais imaginé, il a fait quelque chose en prenant un risque et ça a créé des résultats. Ouais, ça a apporté de la valeur et ça a fonctionné, tu vois. Ça pour moi, ça a de la valeur et ça montre que en fait, tu es là sur le long terme et donc tu mérites d'avoir plus de parts pour la boîte parce que tu es le genre de personne qui va aller trouver des choses qu'on t'a pas demandé et qui en fait vont apporter maximum de valeur et générer plus de revenus et donc ou recruter plus de talents, enfin tu vois, ça va avec quoi. Trop bien. On part dans une autre direction. Souvent, justement, on voit la partie... on voit les victoires. On voit le fait d'avoir ce virement ou ce chèque qui est une grosse victoire pour toi ou les levées de fonds ou un client important ou peu importe. Par exemple, si tu te prends dans la musique, tu vas avoir la personne... sa vie se passe bien, elle va dans la musique, elle galère. Boum, premier single, gros tube. Et là, elle passe de je suis la loose à en fait, je suis une star. Et tout ce qui lui avait permis
d'avoir son tube, qui était comment elle a bossé, son humilité, etc., elle le perd d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, c'est en fait, je suis la star, et en fait, je perds tous les réflexes qui m'ont amené en haut. Comment toi, tu gères au moment où t'as 10 millions qui t'arrivent, t'as une boîte qui commence à avoir de la notoriété de plus en plus, l'écosystème te regarde autrement. Parce qu'en fait, entre guillemets, être humble quand c'est la loose, d'une certaine manière, c'est simple. T'as pas le choix. Mais être humble quand on commence à te dire putain, c'est incroyable, waouh, c'est un truc de fou ce que tu fais, comment tu fais? C'est une bonne question, je pense que c'est pas facile parce que clairement, c'est vrai que c'est facile en fait quand tu vois, genre là avec 10 millions, enfin tu vois, c'est une somme inestimée, genre tu peux te dire ok, avec ça, le gars il peut s'arrêter de travailler. Si c'est bien placé, tu as assez d'argent pour vivre chaque année et ne pas toucher à tes savings quoi. Mais en gros, il y a plusieurs trucs. C'est comprendre ce qui te rend heureux toi en tant qu'être humain. Je pense que c'est ultra important. Tu sais, la vidéo de Simon Sinek avec le why, etc., bon, qui a été vu, travaillé, tout ça. Pendant longtemps, je pensais que c'était du bullshit. Dans les faits, je sais que moi, ce qui me passionne, c'est de changer la vie des gens. Donc, quand tu vois que tu peux avoir un impact sur la vie des gens, soit tu leur lèves des barrières limitantes, et toi aussi, d'ailleurs, tu es à fond là-dedans et tu le fais super bien, tu vois. Mais ce feeling que tu peux avoir quand tu as aidé quelqu'un à avoir le déclic, à se lancer, à faire grossir son business, à être plus ambitieux, à aller chercher des trucs, c'est un sentiment qui est juste moi qui me remplit de bonheur en fait. Donc déjà, savoir ce qui te motive dans la vie et savoir que c'est lié aux gens, ça pour moi c'est ultra important parce que pour pouvoir avoir des relations simples avec les gens, il faut pas se prendre au sérieux, tu vois. Il faut pas être le mec, il faut rester accessible parce que sinon, t'as jamais cette relation de confiance et une vraie relation. Donc pour moi, tu vois, de base dans mon métier, je suis forcé, tu vois, de rester la personne que je suis. À côté de ça, je pense que c'est important de garder des amis que tu as depuis longtemps. Tu vois, moi, j'ai mes potes que je connais depuis que je suis né, quoi, en fait, hein, et je continue de les voir. Et c'est des gens qui, voilà, tu vois, qui me rappellent qui je suis, qui sont, tu vois, qui me gardent les pieds sur terre. Et je trouve ça très bien parce que, en fait, il y a ce côté, tu sais, on te dit, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ça. Et donc, quand tu es entrepreneur et quand tu commences à faire beaucoup d'argent, bah, techniquement, tu rencontres des gens qui en font encore plus et donc tu es content parce que tu te dis bah, je vais en faire encore plus. Et c'est sûr que c'est bien d'avoir ce type de réseau parce que ça te motive à voir plus grand, à faire les choses de façon encore plus ambitieuse. Mais dans ces personnes-là, tu as des gens qui vont mépriser, des gens qui ont un travail, des gens qui bossent, tu vois, qui sont fonctionnaires, des gens qui font d'autres métiers. Et il va y avoir vraiment ce mépris et ce dédain. Et en fait, ça, c'est un truc, tu vois, que moi, j'évite à tout prix, tu vois. Parce que je sais d'où je viens, tu vois. Et j'ai pas envie de changer. Enfin, tu vois, moi, mes t-shirts, c'est Uniqlo, 5 balles. Et je continue, tu vois. Genre, je suis pas une nouvelle personne. Je vais pas aller, je sais pas, m'acheter des Gucci, des Louis Vuitton, juste parce que je peux me le permettre, tu vois. Je suis la même personne et je reste qui je suis. Et je pense que c'est ce qui me rend heureux, tu vois. Ce qui me rend heureux, en fait, c'est les choses simples. C'est passer du temps avec des gens que j'aime. C'est pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime, et l'argent et le statut que ça pourrait me donner, les seuls trucs que je prends de tout ça, c'est juste les rencontres avec des gens inspirants, les rencontres avec des gens qui intellectuellement peuvent me mettre des gifles, tu vois, et là où je me dis ok, tu vois, genre il y a encore du chemin à faire. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que plutôt que de te dire t'as 10 millions, t'es multimillionnaire, t'es jeune et en vrai tu pourrais potentiellement genre te dire que tu vas chier sur les gens, etc. Bah non, moi en fait je me dis non, je suis ultra exigeant avec moi-même. En fait, pour moi je me dis ok, t'as peut-être validé un truc mais c'est rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai même pas fait de fête pour ça, je l'ai même pas fêté, hein. Enfin tu vois, les 10 millions. J'ai eu le truc, j'ai vu sur mon compte, je t'ai dit ça n'a aucun sens. Fais un screenshot quand même pour le storytelling, ça va-tu pouvoir le réutiliser. C'est ça. Non mais vraiment j'ai envoyé un message, je pense que c'est à mes parents, j'ai envoyé en premier, j'ai envoyé ça et j'ai dit vous inquiétez pas, on est bien, tu vois. Genre, tu vois, la famille est protégée. Voilà, c'est ça. Et même à ma grand-mère, tu vois, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mamie, tu sais, si t'as des problèmes et tout. Et en gros, moi, juste savoir ça, tu vois, ça m'a rassuré. Mais en fait, la suite, c'était, ok, mais t'as rien fait encore. En fait, t'as encore plein de choses à faire. Il y a des gens 100 fois plus brillants que toi. T'as encore énormément à apprendre. Tu fais encore plein d'erreurs. Et je pense que pour rester, tu vois, humble, il faut parler de ses erreurs publiquement, tu vois. Et ce que j'ai fait, tu vois, avec la chaîne YouTube, c'était ça aussi, tu vois, quand on a perdu un de nos clients qui nous payait 250 000 balles. Mais en fait, c'est un truc que très peu de startups voudraient parler en public, tu vois. Genre expliquer que tu perds ton plus gros client, c'est difficile. Oui, ça peut avoir des répercussions. Ça peut avoir des répercussions et tout. Mais en fait, j'ai expliqué, tu vois. J'ai expliqué que c'était quelqu'un qui était aux États-Unis pour des campagnes de
politique, un ancien président, dont on ne mentionnera pas le nom, qui utilisait notre outil pour faire des choses, etc. Et donc, au bout d'un moment, forcément, le compte allait s'arrêter pour X ou Y raison. Et donc, du coup, tu vois, genre, t'expliques tes erreurs, t'expliques tes apprentissages, t'expliques un petit peu tout ce que t'as fait. Et en fait, je pense, en parlant de ces erreurs et de ce que tu as appris, tu changes ton mindset et tu restes, tu vois, une personne, quelqu'un qui se considère au-dessus des autres. Je pense qu'il ne se met pas en position d'élève par rapport à la vie, tu vois, de toujours devoir apprendre parce qu'il pense qu'il a réponse à tout, tu vois. Et moi, je suis à l'opposé de ça, en fait. Parce que je sais que c'est à chaque fois que je me mets en dehors de ma zone de confort pour tester des choses, qu'en fait j'ai les meilleures idées, que je reste créatif. Et pour ça, il faut que je reste, tu vois, dans l'action. Il faut que je reste dans la création de contenu, il faut que je reste dans le partage, il faut que je reste à parler avec mes utilisateurs. Tu vois, et ça, c'est un truc que je garde et que j'ai trop envie de garder parce que, 1, ça me rend heureux. 2, je vois que j'aide des gens et je vois que j'ai un impact sur la vie des gens. Donc, je trouve ça génial. Et 3, j'apprends énormément, tu vois. Ça me fait penser à une phrase, mais je l'ai la paraphrasée de Bill Gates, un truc comme ça, qui est dit en gros, le moment où tu crois que tu as réussi, tu viens déjà de faire un pas vers l'échec. Ouais. Et son propos, c'est vraiment cette idée que si tu commences à laisser ton ego gonfler en disant c'est bon, je suis arrivé, et ben, tu vas arrêter d'apprendre, tu vas arrêter de poser des questions, tu vas arrêter de faire tout ce qu'a fait que tu es arrivé là. Tu vas redescendre doucement, ouais. Tu te reposes sur tes lauriers et ça fonctionne pas, quoi. Ouais. C'est quoi l'autre histoire par rapport aux associés? Ça m'intéresse d'autant plus. Moi, je suis solo founder. J'ai de plus en plus de questionnements sur tiens, est-ce que le prochain chapitre pour moi, c'est d'avoir des associés? Voilà, je suis en train de m'ouvrir à cette idée-là sans être en mode il faut. Mais ça m'intéresse d'avoir ton parcours. Et je disais hier à ma femme, je disais c'est drôle parce que j'ai deux clients qui sont 2 associés en ce moment. C'est vraiment en train de déchirer. J'ai des potes en train de déchirer. Là, je pense j'ai 4-5 personnes autour de moi qui ont des business quand même importants, qui réussissent, qui sont en train de vivre des grosses déchirures. Donc je me disais, ça ne m'aide pas à vouloir passer le cap et trouver un associé. Après, heureusement, j'en ai d'autres pour qui c'est géniaux. Et même ceux-là, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils regrettent en plus. Hein. Ça fait partie du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure entrepreneuriale et la tension qu'il y a pu avoir avec les associés? Si on revient, c'est un petit peu au début de l'Aimlist, tu vois, moi je suis dans une phase où voilà, je me sens comme une merde, je suis pas bien, mais je travaille dur, tu vois, parce que je suis persuadé que en bossant, on va réussir à driver la boîte. Et en fait, mes associés, c'est 2 frères, Vianney et François, avec Vianney qui a un gros caractère, le grand frère, tu vois, et François qui parle jamais. Donc François ne donne jamais son avis. C'est-à-dire que j'ai 2 associés, mais en vrai, j'ai l'impression d'avoir qu'un associé qui est Vianney. Sauf qu'on a tous un tiers dans la boîte parce qu'on fait les choses de façon très équitable. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent et plus on avance. Et déjà, au départ, il y a ce côté de confiance qui met du temps à arriver. C'est-à-dire que même si on bosse ensemble, il n'y a pas une vraie confiance qui est établie. C'est-à-dire que la seule carte bancaire qu'il y a dans la boîte, c'est Vianney qui l'a. Moi, j'ai pas accès du coup à la carte, j'ai pas accès au compte. Il y a plein de trucs, tu vois, qui mettent du temps et je pense que j'ai eu accès au compte, je pense, après peut-être 7 ou 8 mois, tu vois. Et parce que, en fait, il y avait vraiment ce côté où t'es le jeuneau, moi je suis... Parce qu'on a aussi une grosse différence d'âge avec Vianney et François. Donc quand on a lancé, moi je devais avoir peut-être 26, un truc comme ça. Et eux, ils avaient genre la quarantaine, tu vois. Et donc en fait, il y avait ce côté où... ils avaient déjà monté des boîtes qui marchaient pas très bien, mais bon voilà, ils avaient déjà fait des trucs et donc ils savaient un petit peu comment ça fonctionnait. Moi, j'étais plus jeune et donc il y avait vraiment un côté de confiance et moi, tu vois, ça m'aidait pas. Ça renvoyait le confiance, on ne fait pas confiance, t'es le petit jeune qui brûle de l'argent et tout, alors qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Enfin, tu vois, j'ai toujours su faire avec le minimum de ressources un maximum de choses. Tu vois, genre je dépensais jamais d'argent sur aucun outil. Enfin, tu vois, nos seuls coûts qu'on a eu pendant 1 an, c'était les serveurs. C'est-à-dire que je dépensais rien. Je faisais tout à la mano, je perdais du temps sur plein de trucs, mais je dépensais rien, tu vois. Et en gros, du coup, avec Vianney et François, il y avait des moments de tension, il y avait des moments où en fait, on commençait à avoir un petit peu de traction, on a commencé à se développer aux US, on a lancé sur Product Hunt, on était arrivé premier. Donc en fait, il y avait pas mal de choses qui se passaient, mais il y avait toujours pas, tu vois, de choses qui se débloquaient. Et à côté de ça, il y avait Vianney, tu vois, qui lui vivait à l'époque avec sa compagne et ses 2 enfants. Ils se sont séparés. Et en gros, quand on s'est associés, c'était le moment où Vianney avait perdu la garde de ses enfants
parce que il était obligé de déménager dans un endroit où il n'avait pas d'argent, donc où ça coûtait pas cher le loyer, donc c'était un peu une cité, un truc un peu ghetto, voilà. Et ses enfants habitaient dans un pavillon, et donc c'était trop loin pour qu'ils puissent les avoir une semaine sur deux. Donc en fait, il les avait que genre 4 jours par mois, quoi. Donc lui, il était au fond du fond, il se remettait à fond sur les plateformes de dating pour trouver quelqu'un, donc pas de stabilité. En tout cas, tous les deux, donc bien dans la loose. Ouais, c'était ça, c'était vraiment la loose. Et sauf que lui, il avait le côté aussi très dépressif, où en fait, c'était très dur pour lui. Et pareil, manque de confiance, crise de la quarantaine, remise en question. Et donc, moi, tu vois, je mettais mon focus vraiment dans le travail, et lui, il le mettait pas vraiment dans le travail, il le mettait sur d'autres choses, tu vois. Donc même si, comme c'est des développeurs brillants avec François, ils shippaient, il y avait plein de trucs qui se passaient, en fait, on n'avait pas de communication, on était souvent en désaccord, et en fait, on bossait pas ensemble. Donc en gros, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que moi, à chaque fois, tu vois, je leur écrivais des messages ou des trucs comme ça pour essayer de brainstormer sur des idées et avancer, tu vois, sur le business. Et en fait, Vianney, à un moment, il m'a dit, mais arrête, quoi. Genre, WhatsApp, c'est pour les meufs, Messenger, c'est pour la famille, personne m'envoie de texto et on s'appelle plus, on n'est pas dans les années 90, quoi, tu vois. Et donc, en gros, on faisait pas de points weekly, on faisait rien. Et en fait, c'était juste, on s'écrivait de temps en temps sur Slack les trucs, mais en fait, moi, je gérais tout, quoi. Et je gérais les idées, le content, le marketing, le sales, tout ça. Et je faisais vraiment tout seul. Eux faisaient le produit. Et eux faisaient le produit, tu vois. Et le produit, c'était les seuls moments où on bossait ensemble. Et à chaque fois, c'était des fights parce que c'est moi qui devais driver le produit pour dire ce qu'il fallait faire et où on voulait aller et tout. Et Vianney, souvent, il n'était pas d'accord parce que c'est parce que ça. Mais comme il parlait pas aux utilisateurs, ou très peu en faisant du support de temps en temps, en fait, tu vois, c'était moi qui portais le message, moi qui devais driver. Et en fait, il m'a fallu beaucoup de temps avant de les convaincre, tu vois, que j'étais celui qui allait changer leur vie, quoi, tu vois, et changer le cours de l'Emlist et de notre croissance, etc. Et en fait, il y a eu ce moment où on commençait à avoir de l'attraction, on commençait à faire de l'argent. Et en fait, à un moment, Vianney et François, ça se passe pas bien et ils arrêtent de me parler. Et donc, ils répondent plus. Et donc, je leur envoie des messages et il n'y a plus de réponse. Et pendant une semaine, ils n'ont plus voulu me parler. Dans leur monde à eux, c'était quoi la raison ? La raison, c'était que j'envoyais trop de messages pour avoir... En fait, je voulais avoir des deadlines sur des fonctionnalités qui devaient être développées et ils voulaient pas. Et ils avaient l'impression d'être micromanagés par un petit jeune et ça les saoulait. C'est pas pour ça qu'ils voulaient être entrepreneurs, machin. Et donc là, en fait, tu vois, tu te dis, t'as charbonné, mais comme un porc. Tu t'es donné pour faire en sorte que le business, tu vois, puisse faire de l'argent, que tu vois, tes associés puissent aussi avoir un salaire, potentiellement changer leur vie pour que Vianney, tu vois, réemménage dans l'endroit où il était, la zone pavillonnaire, tu vois, dans une banlieue chic pour pouvoir ensuite retrouver ses enfants, etc. et tout. Tu te donnes, tu vois, pour changer ta vie, changer leur vie. Et en fait, là, tu te dis du jour au lendemain, les mecs arrêtent la communication. Et pendant une semaine, t'as une boule au ventre où vraiment, tu vois, j'arrivais plus à manger, j'étais genre vraiment, ton ventre, il est serré. Tu sais pas ce qui va se passer parce que t'es pas en contrôle du logiciel, t'as pas les accès. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui se passent. Oui, t'es pas un dev, donc... Non, je suis pas dev. Et je vais me dire, mais c'est fini, en fait. Ça veut dire que là, en fait, si eux, ils arrêtent, on arrête tout. Et je me dis, en fait, tout ce que j'ai fait, tout ça, c'est pour rien, quoi, tu vois. Et en fait... ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'il y a eu ce moment-là qui a été très très difficile, qui a été un point un peu marquant où on a après essayé de communiquer, essayé de mieux bosser ensemble. Mais en fait, on a gardé un petit peu ce côté-là où on travaillait en silo, donc chacun un peu de son côté. Et en gros, à un moment, il y a même eu le stade où, avec Vianney et François, on est arrivé à ce stade où la boîte, elle faisait plusieurs millions. Et comme on avait toujours bossé en silo et qu'au bout d'un moment, en fait, moi, je leur ai expliqué... ok les gars, vous voulez pas... je suis ok qu'on répartisse à fond les rôles. Moi, je vous fais confiance de toute façon sur la partie tech. Vous me faites confiance sur la partie business. Mais du coup, c'est moi qui ai propulsé l'Emlist en fait. Tu vois. C'est moi qui ai drivé tout le business. C'est moi qui ai... Et donc, il y a eu un moment où c'est moi qui ai drivé les recrutements parce qu'eux, ils voulaient recruter personne. Et c'est en recrutant une team un peu business qu'ils se sont dit « Oula, faudrait peut-être qu'on recrute des devs parce que ça va vite quand même. » Et en fait, petit à petit, ils se sont retrouvés dans une boîte où Vianney, il avait l'impression de plus reconnaître sa boîte. Tu vois. Et il avait l'impression que j'avais trop d'impact, trop de trucs. Mais... t'as pris la place qui te donnait, en fait, ouais. Qui te laissait plutôt. Moi, c'est ça en fait. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire pour faire la boîte, tu vois, qui soit la meilleure possible et qui apporte un maximum de valeur au plus grand nombre, tu vois. Et en fait, on est arrivé à un point où en fait, il y avait tout, tu vois. Genre, on faisait des millions, on prenait un salaire, enfin, on prend un salaire qui est, voilà, faramineux, tu vois. Et genre, et t'arrives à ce point-là où t'as tes associés, et en l'occurrence Vianney, qui tout le temps
étaient négatifs, quoi, qui voyaient les points négatifs, qui étaient là, tu vois, à être déprimés sur plein de sujets. Comment t'essayais de changer la situation? Enfin, si t'essayais d'ailleurs. Ouais, bah en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la communication, donc passer du temps, essayer de comprendre. On a mis en place la communication non violente, donc l'idée, c'est de parler de ses émotions plutôt que de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Donc typiquement, au lieu de dire ouais, quand tu m'envoies des messages comme ça, tu vois, pour me dire quand est-ce qu'il y a ça qui sort, bah en fait, tu me micromanages, tu fais le petit chef, tu as l'impression d'avoir, je sais pas, l'autorité, d'être le CEO qui doit décider de tout, mais ça se passe pas comme ça. Là, tu vois, ça, c'est une attaque directe, c'est un jugement. Communication non violente, c'est de dire quand tu m'envoies et quand je reçois tous tes messages comme ça, moi, j'ai le sentiment d'être micromanagé. J'ai l'impression qu'on me met une pression supplémentaire alors que je sais ce que je dois faire et j'ai l'impression que la boîte que je construis n'est pas la mienne. Tu vois, là, tu parles de tes sentiments, donc techniquement, t'aides l'autre à comprendre ce que tu ressens plutôt que de l'attaquer et donc de créer, tu vois, un conflit, quoi. Et donc, en fait, on a commencé à discuter un petit peu de tout ça. Et en fait, il y a eu vraiment ce moment, une grosse crise où tout allait vraiment très, très bien et je comprenais pas du tout pourquoi ça arrivait. Et en gros, il y a eu une crise où à un moment, je me suis dit, mais je sais pas si j'ai envie de continuer, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de continuer comme ça parce que pour moi, c'est un comportement toxique qui me tirait vers le bas, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait des réunions, des trucs comme ça, il y avait tout le temps des choses qui allaient pas. À chaque fois qu'on faisait un truc, tu vois, qui était ambitieux et tout, pour eux, c'était jamais assez, tu vois. Et en fait, il y avait toujours des trucs où on fêtait rien, il y avait pas de cohésion d'équipe, tu vois. Et en fait, ce qui nous a vachement rapprochés, c'est de bosser avec une coach en l'occurrence, où justement, on a pu passer énormément de temps à comprendre les causes des problèmes, à travailler ensemble, à voir, tu vois, ce qui allait pas. Et je dirais que là, tu vois, ça va faire, je pense, 6 mois. Enfin, on a bossé avec la coach pendant vraiment 6 mois, toutes les semaines. C'était assez long. Et en fait, après, là, depuis, là, ça va faire quasiment 6 mois aussi, qu'en fait, tout se passe vraiment bien. Parce qu'en fait, un truc dont on se rend pas compte, c'est que oui, j'arrivais à driver le business et à faire en sorte que toute la team business, ça soit la folie et tout. Mais en fait, si ça suit pas sur la partie produit et dev et qu'il n'y a pas en fait ce même drive au sein de tes équipes, et si en fait toi tu challenges pas tes associés et que tu les laisses en fait parce que potentiellement ils t'ont dit que tu dois les laisser, en fait moi mes associés je les ai vachement challengés, tu vois. L'année dernière j'ai poussé Vianney à lancer une chaîne YouTube alors qu'il est dev, qu'il est introverti, que c'est compliqué pour lui et tout de faire ça, mais en fait maintenant il adore et je l'ai aidé à construire sa personal brand à fond. Et ça passe par le fait que il a des invités sur des podcasts, il parle, tout ça. Et en fait, il a été jury pour des trucs de start-up. Et en fait, j'ai compris que lui, ce dont il avait besoin, c'était la reconnaissance, tu vois. Parce que tu vois, quand tu fais le business, bah, t'es la façade, en fait. Et donc, du coup, lui, en fait, c'est ce dont il avait besoin. Et même si moi, tu vois, dans les articles et dans les interviews, je l'ai toujours mis en avant parce que, tu vois, c'est un génie de la tech, il code ultra bien, il est brillant et le succès, il est tout aussi à lui qu'à moi. Mais en fait, il avait besoin de ça, tu vois. Et en fait, le fait de le pousser sur sa personal brand, sur tout ça pour faire des choses un peu nouvelles, il a commencé à avoir des gens qui le reconnaissent, des gens qui lui écrivaient, des gens, tu vois, des petits messages, des choses comme ça. Et en fait, tout ça, ça a changé notre relation. Et je pense que bosser avec la coach, ça a aussi permis de comprendre les problèmes qui n'allaient pas. Après, il y avait un vrai sujet, tu vois, qui est plus perso à Vianney, tu vois, qui il est dans sa personnalité, sa stabilité émotionnelle, etc. Et donc, tout ça, tu vois, ça lui appartient. Et donc, je pense que la coach a permis de aussi dévoiler et débloquer certaines choses pour lui en perso qui ensuite ont fait qu'au niveau de la team, ça change tout. Parce qu'en fait, le truc qu'il ne réalisait pas, c'est que quand il est le dark Vianney où il est pas content et tout ça, en fait, ça tire le moral des gens vers le bas, tu vois. Mais par contre, quand il est comme il est, c'est-à-dire ultra ambitieux, on prend des risques, on fait des choses de fou, on challenge, on fait des nouveaux trucs techniques qui sont genre à la pointe de la pointe et on fait des trucs vraiment de ouf, mais en fait, il tire les équipes vers le haut, mais à fond, tu vois, parce que les gens se disent, putain, mais attends, le Vianney qui était un peu ronchon, machin, là, il est comme ça, mais let's go, tu vois, et c'est un leader que tu as envie de suivre, tu vois. Et en fait, ça a changé du tout au tout, et je pense que l'image que les gens lui ont aussi transmise, tu vois, quand il est comme ça, bah, ça le fait kiffer, tu vois, parce qu'il se dit, enfin, tu vois, c'est un peu un cercle vertueux, quoi. Tu as des choses positives qui t'arrivent, tu as de plus en plus de reconnaissance, les équipes te suivent, t'écoutent, sont à fond derrière toi. Et donc, du coup, il se dit, mais cool, quoi, tu vois, enfin, j'apporte vraiment ma brique à l'édifice et je fais partie de cette aventure et c'est mon aventure aussi, quoi. Je suis forcément convaincu du coaching, je trouve ça fascinant et je te remercie d'ailleurs d'en parler parce que progressivement, la culture, elle est en train de changer. Être coaché, c'est la loose, alors que dans le sport de haut niveau,
ça devient la personne, c'est la base. Donc c'est progressivement en train de changer. Et moi je trouve ça ouf. J'ai aidé des associés à transformer leurs relations et juste parce qu'ils se comprenaient pas, ils avaient deux modes de communication différents, deux langages et ils voyaient pas en fait la vertu du comportement de l'autre. Donc ça, je trouve ça magnifique que t'en parles. Toi, avec du recul, si là tu revenais dans le passé et tu conseillais le Guillaume que t'étais, c'était quoi ta part à toi? Au-delà de lui, sa gestion des émotions, sa vie à lui, dans son couple, avec ses enfants, ça c'est sa vie à lui. Toi, t'avais ce côté ambitieux et je veux des deadlines, etc. C'était quoi le millimètre que t'avais pas, qui même avec qui il était, aurait quand même facilité les choses? En fait, je pense qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites et en fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, la communication non violente, c'est Vianney qui l'a apporté. C'est lui qui a poussé pour qu'on puisse mettre ça en place. Donc, en fait, il m'a appris énormément de choses sur le management, sur la communication, sur des choses que, tu vois, pour moi, ça a toujours été assez naturel, mais il y a des choses que je faisais ou que je faisais pas. Et en fait, tout ça, ça m'a aidé aussi à le comprendre et il m'a apporté les outils pour ça. Donc, au début, j'avais clairement pas les outils. Ensuite, il y a le côté où je suis quand même un peu méditerranéen, donc j'ai le sang chaud et je sais que quand il y a des problèmes ou des choses comme ça peut péter. Et ça, c'est des choses qu'avec le temps, j'ai appris. Et ce que je faisais pas avant, vraiment, c'est commencer à détecter les moments où ça va péter en fait. Tu tues le gremlin avant qu'il soit trop gros. Ouais, c'est ça. Et donc en vrai, c'est à ce moment-là, moi de mon côté, tu vois... Ok, on pose, on se calme. Ok, là, on part direct en communication non violente. Juste, j'ai envie d'être sûr d'avoir bien compris ce que tu me dis. Est-ce qu'on peut passer du temps là-dessus? Ça t'a fait ressentir quoi, etc., etc. Et le troisième point, je pense que c'est en partie de ma faute, mais c'était le côté créer une vraie relation avec ses associés. Tu vois, Vianney et François voulaient pas faire de meeting, mais en fait, j'aurais dû le forcer. En fait, j'aurais plus qu'un meeting, j'aurais dû forcer un moment amical, tu vois. Un moment où on parle d'autre chose, où on apprend à se connaître. Partir en vacances ensemble 2 jours. On en a fait à chaque fois qu'on a fait des retreats, comme c'était les fois où on passait le plus de temps ensemble, à chaque fois ça terminait en embrouille, tu vois, parce que moi je partais avec Vianney et François, ils prenaient aucune décision, ils se laissaient l'idée. À chaque fois, tu vois, on est parti en Israël à un moment, j'étais là, genre je commandais. À chaque fois, ils disaient same, et genre à chaque fois, c'était moi qui décidais ce qu'on devait faire, qu'on allait. Et au bout d'un moment, tu pètes un câble parce que tu as l'impression d'être t'es pas avec tes associés, d'être avec, tu vois, je sais pas, 2 enfants qui suivent tout ce que tu dis et c'est chiant, quoi, tu vois. Et donc en fait, au bout d'un moment, ça nous faisait péter des câbles, on se supportait plus à la fin de la semaine, même si on avait avancé sur plein de projets et que c'était cool. Mais je pense que c'est important de créer en fait ce climat amical, ce climat où, bah voilà, tu vois, tu parles de choses et d'autres de la vie parce que en fait, il y a plein de choses qui impactent ton travail au jour le jour, qui sont externes à la communication de l'équipe. Tu vois, ça peut être tes enfants, ta vie, maladie, enfin peu importe, tu vois. Et si tu n'as pas ce minimum de care pour tes associés, ben en fait, tu crées un environnement où tu sais qu'il va y avoir des explosions, quoi. Et pour moi, en fait, c'est ça, c'est un truc, tu vois, qu'on faisait pas et qu'on fait de plus en plus. Tu vois, là aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, on a 3 réunions par semaine avec Vianney et François. On se voit le lundi pour parler des points vraiment opérationnels, le mardi pour parler des points stratégiques et on se voit le vendredi pour parler de notre semaine et des trucs qui nous ont fait chier ou pas, ou notre mood, quoi, général. Et c'est des réunions de combien de temps? Le lundi, on fait 1h30. Mardi, stratégique, c'est 2 heures. Le vendredi, c'est 1 heure. Vous êtes passé d'un mode très silo, on se parle pas, on se voit pas, à, au contraire, créer. Et c'est moi qui l'ai forcé. Ouais, c'est moi qui ai forcé ça. Parce qu'en fait, à un moment, on se disait, ouais, faut qu'on se voit plus, faut qu'on passe. En fait, on se disait, faut qu'on passe plus de temps à faire des trucs ensemble, genre des restos, des machins, des trucs. Mais en fait, comme on n'est pas au même endroit, moi, je me suis dit, je sais très bien comment ça fonctionne et c'est comme en sale, tu sais, genre, on se rappelle, on verra. Non. Faut un rituel. Et ce rituel, on l'a. Et après, il y a des fois, on le fait. On fait pas tout le temps ces 3 meetings si on voit qu'il n'y a pas le besoin, tu vois. Mais on le fait, on passe du temps ensemble et on passe de plus en plus de temps ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on se comprend mieux et qu'on se connaît. Et donc, du coup, quand il y en a un qui fait un petit peu de la merde, bah, on est plus tolérant aussi et tu vois, on tempère beaucoup et ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est super intéressant, en tout cas, de comment tu arrives à harmoniser une relation avec des gens qui sont différents et ce qui est le but de s'associer, de ne pas se mettre avec quelqu'un comme soi-même. Ouais. Tu as des conseils à quelqu'un qui nous écoute et qui cherche à s'associer, qui veut s'associer, sur comment choisir un ou plusieurs associés? Ouais, je pense que le premier point, c'est la complémentarité. Donc déjà, comme tu l'as mentionné, je pense qu'il faut que la personne t'apporte quelque chose que tu n'as pas et que tu ne maîtrises pas. Et je pense que c'est important de ne pas maîtriser le sujet parce que les relations d'associés qui fonctionnent, c'est les relations qui sont basées sur la confiance. Et s'il y a un sujet que tu ne maîtrises pas, donc eux par exemple ne maîtrisent pas le business, toi tu ne maîtrises pas la tech, ils sont obligés de te faire confiance. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que le jour où tu doutes
de la personne, techniquement, c'est que ta relation, elle n'existe plus, quoi. Enfin, en fait, tu peux pas douter, tu vois. Et donc, tu es obligé d'avoir confiance en la personne et donc ça va te forcer à mettre en place un process pour trouver ton associé qui est basé sur la confiance. Et comment tu mets en place ce process? Pour moi, le meilleur moyen, et il n'y a pas de recette miracle malheureusement, il faut lancer des side projects et des petits trucs avec des gens. Avant de bosser avec Vianney et François, on avait bossé ensemble sur des projets pour Station F, pour aider à ce que les communautés, avec la communauté vivent, que les gens se rencontrent. Donc on avait créé, ils avaient codé des petits trucs. Moi j'avais fait la partie marketing. Eux ils s'étaient dit putain il est chaud en market, il va voir tout le monde, il parle aux gens, il met en place des trucs. Et moi j'avais dit putain ils sont chauds, en 2 jours ils ont codé un truc et ça fonctionne. Et même si c'est moche on s'en fout mais c'est là quoi tu vois. Et en fait c'est en fonctionnant étape par étape avec des petites choses, ça c'est le meilleur moyen de voir déjà si ça clique. Ensuite, c'est un truc qu'il faut faire au fur et à mesure de ton association et c'est vrai qu'en fait on l'a fait mais ça a bien évolué, c'est pour ça. C'est définir les attentes de chacun. Qu'est-ce que tu veux de cette association? En gros, quel type de business t'espères créer? Est-ce que tu veux faire un business où en fait on est 10 personnes, petite team mais maximum de profit? Et tu vas sur la plage? Ouais, et tu vas sur la plage. Est-ce que ton objectif c'est par exemple d'ici 2 ans d'avoir une semaine de 3 jours ou 4 jours ou 2 jours ou même d'être totalement en dehors du business et de plus l'opérer? Ou est-ce que ton objectif, c'est de faire créer un empire? Ouais, c'est ça. Et après, en fait, le truc, c'est que il y a un point qui est important, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas la même vision au départ que tu peux pas t'entendre. C'est-à-dire qu'avec Vianney et François, honnêtement, moi, tu vois, genre, au fond de moi, je savais que je voulais faire quelque chose de grand. Je savais pas quoi encore, mais je voulais une équipe, je voulais des trucs comme ça. Eux, ils voulaient recruter personne. Et ils voulaient garder le truc le plus petit, lean possible, tout ça. Ça, c'était clair des 2 côtés dès le début? Ouais, et en fait, moi, je leur disais, mais moi, en business, j'ai besoin de quelqu'un. Et eux, ils pouvaient l'entendre, tu vois. En fait, moi, je leur disais, les gars, si vous, votre objectif, c'est de faire un truc automatisé et où vous travaillez de moins en moins, en fait, il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Et moi, je sais que ce que j'aurais envie, c'est de driver le business. Mais en fait, même si on n'était pas avec la même vision forcément, on pouvait avancer ensemble jusqu'à un certain point. Et en fait, c'est quand tu atteins ce point que là, tu te reposes et tu dis, bon, les gars, au final, vous voyez, là, on a atteint 1 million, on est une toute petite équipe, on peut décider de continuer à maximiser le profit, mais moi, j'ai envie de recruter, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'aider plus de personnes grâce à notre outil. Quand tu es arrivé au point où il y a une des 2 parties, tu vois, qui a atteint ses objectifs, est-ce que tu continues plus loin ou est-ce que tu décides de remplacer tes associés? Parce que, en fait, il y a un moment où ça peut être aussi le cas, tu vois. Ça peut être le fait de dire, bah écoute, moi, j'ai envie de continuer de grossir le business. Et en fait, les gens, au fur et à mesure, au fil des années, ils ont le temps aussi d'évoluer et de changer. Et en fait, pour Vianney et François, ça a mis du temps avant de valider dans leur tête qu'en fait, ils kiffaient avoir une équipe, qu'ils kiffaient recruter les gens avec qui ils adorent bosser et que maintenant, ils ont envie de grossir et qu'ils ont envie de bosser sur plein de projets. C'est step by step, mais c'est des conversations qui sont importantes à avoir en fait. Et je pense que le dernier point aussi qui est vraiment clé, c'est les valeurs, tu vois. Est-ce que tu partages les mêmes valeurs que la personne? Et qui en général, quand tu montes une boîte, sont les valeurs de ta compagnie. Mais alors du coup, c'est fascinant parce que cette notion d'ambition, moi typiquement, en tout cas avant cette conversation, j'aurais eu tendance, et peut-être même encore, à la considérer comme une forme de valeur, en disant il faut que je m'entoure avec quelqu'un. Moi, je sais par exemple que ça m'a fait du bien le jour où vu que j'ai évolué dans un monde plutôt infoprenariat, où le fantasme, c'est justement la semaine de 4 heures. Et je bataillais à l'intérieur de moi avec ce truc-là et ça m'a fait du bien le jour en fait je me suis rendu compte c'est pas mon rêve. Ouais. C'est pas mon rêve, je veux construire un truc international, j'ai envie de développer des trucs avec des équipes, je veux construire une de nos valeurs, ça va te parler, c'est Create O, donc c'est proche du wow. et donc je veux vraiment, et voilà, pour créer des trucs qui sont dingues, t'as forcément besoin d'équipes, de monteurs de ouf, designers, développeurs, des copywriters, parce que quand t'es seul dans ton coin, tu peux pas être bon partout dans ta boîte. Et du coup, j'aurais tendance à me dire, pour un associé, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va avoir ce même désir, en fait, ce même désir d'aller à l'international, d'ambition. Mais en fait, il y a ce côté, tu vois, typiquement l'ambition. Quand tu sais que tu es leader et que c'est toi qui drive un business, tu n'as pas forcément besoin d'avoir que des gens ambitieux autour de toi. Parce que l'ambition, ça va te pousser à aller prendre des gros risques. Et en fait, c'est bien, tu vois, dans tes valeurs, c'est aussi bien d'avoir des gens qui peuvent t'apporter un équilibre. Moi, je sais que tu vois, je veux toujours pousser. Vianney, il est beaucoup plus sécurité. Ok, tirer. Mais du coup, à nous deux, on arrive à un truc qui fonctionne bien et on a un bon équilibre. Et c'est sûr que si j'avais été solo à faire tous les trucs, ça aurait été très différent. Et si ça se trouve, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois. Et en fait, avoir ce côté où tu as un bon équilibre, même dans tes valeurs, bah en fait, c'est
c'est ce qui fait qu'une boîte peut fonctionner. Parce que pour moi, genre, la culture que tu dois créer, il doit y avoir des différences, tu vois, entre les gens. Tu peux pas recruter des gens qui soient tous avec le même mindset. Du coup, on est pile dans des trucs qui, moi, me fascinent. C'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, tu dis, les associés, on les prend sur des valeurs communes, et de l'autre côté, il y a de la différence. Du coup, ça serait quoi le framework pour dire, là, c'est non négociable, il faut que ce soit la même chose. Ouais. Et là, potentiellement, soit c'est facultatif, voire même, tiens, ça enrichit la différence. Je pense qu'il y a, surtout pour les associés, il y a un vrai truc qui est autour de ton feeling que tu as dans tes guts, quoi, tu vois. Et donc, c'est vraiment te dire, est-ce que cette personne, je pourrais bosser avec elle pendant 10 ans. 10 ans. Genre, est-ce que quand je suis avec eux, genre, ils font des choses que je ne maîtrise pas et je trouve que ce qu'ils délivrent en valeur, c'est waouh. Toi, moi, c'était assez simple, hein. J'écrivais du contenu, je drivais les sales, je faisais du support, je bossais très dur. Enfin, j'ai toujours été un gros bosseur. Et eux, moi, je voyais, ils arrivent à développer des produits rapidement. C'est cool. Il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Ça va vite, ça fonctionne et c'est dingue, quoi, tu vois. Et en fait, il y a ça. Et moi, je me suis dit, ok, bah, je suis admiratif de ce qu'ils arrivent à faire. Et eux, dans leur tête, ils se disaient, putain, mais Guillaume, tu lui donnes genre 3 mots et il te fait un article, genre, t'as l'impression c'est stylé, tu vois. Et en fait, le fait qu'on ait chacun cette admiration l'un pour l'autre, bah en fait, c'est là où tu te dis, ok, bah tu vas créer quelque chose avec quelqu'un, donc tu es fier de bosser avec, tu vois. Donc là, est-ce que c'est pas finalement une des top questions là à se poser? Est-ce que j'admire mon potentiel associé pour quelque chose, quoi? Ouais, c'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu vois, genre, ce qu'il m'apporte, c'est quelque chose que j'admire, quoi. Et pour ça, c'est pour ça que tu vois, bosser sur des petits projets, des tout petits trucs, tu t'en fous en fait. Faire un truc, tu vois, un startup week-end où tu passes 2-3 jours et tu prends un biz guy. Et en fait, ce qu'il faut, c'est voir si sur 2 jours, toi, ce que tu as fait, ok, tu as lancé un site, toi, tu as fait le site, tu as préparé toute la partie copywriting, etc. Lui, il a préparé la partie tech. Est-ce que tu as l'impression que lui, il a ce wow effect sur ce que toi, tu as fait? Et est-ce que toi, tu as le wow effect sur ce que lui a fait, tu vois? Et si c'est le cas et que tu vois que vous entendez bien, machin, bah là, ça vaut le coup de creuser. Là, ça vaut le coup de parler de vision. Là, ça vaut le coup de parler des projets. Et après, il faut trouver un projet aussi qui potentiellement passionne les deux. Mais il y a un point qui est quand même ultra clair. C'est que de façon générale, les développeurs, c'est pas les meilleurs vendeurs. Donc en fait, tu vois, c'est pareil quand tu fais des entretiens avec des devs ou avec des sales, c'est pas du tout la même chose. T'as pas forcément la même énergie. Enfin, tu vois, il y a quand même une différence qui est inhérente au métier et à ce qui est fait, qui nous biaise, nous, en tant que biz guy. Parce que tu vois, quelqu'un en business, il sait bien vendre, il présente bien, il sait bien se marketer, etc. Un dev, il peut être juste, tu vois, passionné par des projets sur lesquels il bosse. Mais en fait, quand il va t'en parler, il va rentrer tellement trop dans la technique qu'en fait, tu vas rien biter et tu vas te dire, est-ce que c'est vraiment, ouais, tu vois, genre, est-ce qu'on a envie de quelqu'un comme ça ou pas, tu vois? Et en fait, tu sais, c'est pas le même sentiment, c'est des catégories, on va dire, différentes, tu vois. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre la complémentarité, mais il faut avoir ce feeling. Et c'est pour ça que l'action, pour moi, c'est ce qui parle le plus, en fait. C'est qu'est-ce que tu arrives à créer. Parce que quand tu montes une boîte, monter une boîte, créer une boîte, c'est ça, en fait. C'est de la construction. Ça passe pas par... alors, attends, j'ai pensé à une boîte, j'ai réfléchi. Oui, les idées, c'est vraiment pas le... Enfin, ça compte, mais c'est pas l'indicateur, quoi. C'est ça. Top, question rapide, réponse rapide, tu peux prendre le temps si t'as envie. Hein. C'est quoi un des meilleurs conseils business qu'on t'ait donné? En fait, ça fait peut-être un peu pitié de dire ça, mais je dirais que c'est n'écoute pas les conseils business. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu peux avoir 2 personnes qui te donnent des conseils totalement différents. Donc, si tu écoutes trop de personnes, globalement, tu vas être perdu. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, au bout d'un moment, écouter tout le monde, mais prendre, tu vois, les décisions avec son instinct et surtout en accord avec qui on est et ce qu'on a envie de faire. Quand tu es dépassé, stressé, quelque chose, anxieux, peu importe, tu fais quoi? C'est quoi toi ta stratégie pour arriver à le gérer? Moi, je fais beaucoup de sport. Sport, ok. Ouais. Est-ce que tu as un film, une série ou un documentaire préféré? En tout cas, vraiment que tu kiffes ou que tu as kiffé récemment ou il y a longtemps, peu importe. Il y a des films, je sais que toi, tu es gros fan de Gladiator. Gladiator, ça m'a fait kiffer, mais j'aime bien aussi Snatch, les films de Guy Ritchie. Ouais, Guy Ritchie, c'est mon réalisateur favori. J'adore. Énormément de rythme, tu vois, genre des histoires à chaque fois où t'es là. Les dialogues, ils sont ouf. Non, vraiment, c'est mon réalisateur préféré. Il est tellement stylé. C'est clair. Est-ce que tu as une musique préférée? Moi, j'aime bien les sons où ça bouge et où je peux danser. En fait, j'adore la musique, donc je danse beaucoup. J'adore, ouais. Et c'est quoi? C'est plus de l'électro? Électro, rap, R&B, okay. Ouais. Si t'avais une question que tu pouvais poser à une personne vivante ou morte, tu t'aimerais poser quoi comme question et à qui du coup?
C'est une bonne question. Putain, il y a trop de trucs que j'ai envie de poser à plein de gens. Honnêtement, je pense que si j'avais une question à poser à quelqu'un, j'aurais pris une personne morte, genre Einstein, tu vois. Et plutôt que de lui poser une question, j'aurais créé un event avec les meilleurs chercheurs au monde, même si je sais que je suis un peu en train de tricher sur ta... Non, c'est très bien. Mais j'aurais pris, tu vois, les meilleurs chercheurs au monde et je leur aurais demandé, tu vois, d'expliquer à Einstein tout ce qui s'est passé, tu vois, depuis qu'il est mort, de faire vraiment un update sur tout ce qui a été fait, toutes les théories, etc. Et de laisser Einstein les aider, tu vois, à essayer de dépasser quelque chose. Parce que je pense vraiment qu'il y a des cerveaux, tu vois, on en a aujourd'hui, tu vois, genre dans notre époque, je pense que c'est un peu un Elon Musk, tu vois, qui a un niveau supérieur en termes de vision, etc. Einstein était vraiment ultra bon sur la partie théorique et lui, tu vois, il fait vraiment partie... Enfin, je vais pas comparer Elon Musk à Einstein parce que c'est très différent, mais Einstein, tu vois, il avait cette capacité à aller résoudre des problèmes ultra complexes. Et je pense que c'est des gens comme ça dont on a besoin pour faire des breakthroughs scientifiques. Et c'est ce qui fait avancer le plus le monde, selon moi. Donc, je ne serai pas la personne à poser la question, mais je mettrai en condition des gens pour qu'ils posent des questions pertinentes. Trop bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est commun aux deux, c'est ce côté sortir du cadre. Exactement. Pas penser avec les dogmes actuels, s'autoriser à être des enfants. Les deux, c'est des enfants. Tu vois le Twitter d'Elon Musk, c'est irréaliste. Hein. Le mec, c'est l'homme le plus riche de la planète et tu vois il menace en combat Poutine avec son ours. Et juste après, tu as une fusée qui va dans l'espace. T'as l'impression que c'est le Twitter d'un enfant. C'est clair. Selon toi, c'est quoi un des conseils business qui est trop partagé et t'es pas d'accord? Je dirais que c'est écouter vos utilisateurs ou écouter vos clients. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que la plupart, en fait, tu as plusieurs cycles de vie dans un business. On va prendre les logiciels, par exemple, pour faire simple. Un logiciel, quand tu le crées, ta première version, elle est souvent dégueulasse. Et donc, tu t'adresses à un type de personnes qui sont souvent tech-savvy, un peu explorateurs, qui ont envie de tester des nouvelles choses. Et en fait, ces gens-là, si tu les écoutes, tu vas globalement construire un produit qui va s'adresser potentiellement qu'à eux. Qui est tout le temps nouveau. Et qui va tout le temps être nouveau. Et donc, qui, au bout d'un moment, en fait, va être totalement incompréhensible et inutilisable par la majorité. Et donc, tu grossiras jamais ton business. Donc, écouter ses clients, je pense pas que ça soit forcément la bonne solution. Et il y a des moments où, en fait, tu dois savoir où est-ce que tu veux emmener ton business. Et il faut écouter uniquement les clients avec qui tu as envie de travailler. Et donc, je changerai en fait la citation de bosse avec tes clients, écoute tes clients et construis le produit de tes clients avec construis quelque chose pour les gens avec qui tu as envie de bosser. Et ça, c'est super important quand tu es entrepreneur. Et je pense que les gens ont trop tendance à suivre ce conseil à la lettre et te dire bah ouais, mais telle personne m'a dit ci, ça, ça. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est ton client cible? Est-ce que c'est ton client cible vraiment? Et est-ce que tu as vraiment envie de continuer à bosser avec des gens comme ça? Parce qu'il y a plein de personnes qui vont se dire bah ouais, tu vois, il y a ce type de client, il nous a rapporté tant, donc on va l'écouter et tout. Mais en fait, et c'est un gros risque, tu vois, quand tu fais de l'enterprise par exemple, donc des clients qui te payent très cher, c'est que au final, tu travailles pour eux et tu travailles pas pour toi si tu fais ça. Et je pense que ça demande d'avoir des balls quand même quand tu es entrepreneur parce que tu vas à l'encontre de ce que certaines personnes te disent et notamment tes clients. Mais c'est comme ça que pour moi, tu seras toujours innovant et que tu arriveras à créer quelque chose de vraiment grand et qui fera une fracture, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que tu définis le type de client que tu veux et tu passes plus de temps avec eux pour essayer de comprendre ce que ces gens-là, eux, ils veulent, c'est ça? Ce que eux veulent et après, c'est à toi de décider si oui ou non tu as envie de le construire. Tu vois. Donc oui, évidemment, il faut les écouter, mais il ne faut pas faire ce qu'ils te disent en fait. Comment tu fais le tri dans les features justement? Alors nous, on a plusieurs systèmes. Déjà, on a quels sont les clients qu'on aime et on les met dans un segment. Donc les clients avec qui on aime travailler, c'est-à-dire qui nous apportent toujours des feedbacks qui sont cool, qui sont de bonne humeur, qui font pas chier, tu vois, qui voient de la valeur, qui ont des meilleurs résultats et qui drivent beaucoup de business grâce à notre outil. Ce qui veut dire pour nous qu'en fait, qu'ils ont vu la meilleure valeur de tout ce qu'on leur apporte. Donc déjà, c'est premièrement donc isoler la cible. Ensuite, c'est leur poser des questions et prendre leur feedback. Un feedback, une fois qu'on l'a eu une fois, on met un 1. Et quand on l'a plusieurs fois, on commence à lui donner de l'importance. Donc, tu vois, il faut que le feedback ait été donné par plusieurs utilisateurs d'un même segment pour qu'on puisse commencer à le considérer dans la roadmap. Et une fois qu'on a ça, on définit deux choses. Un critère technique. Quelle est la difficulté technique pour coder cette feature? Et ensuite, moi, je définis un impact business. Donc, c'est hypothétique, mais c'est OK, avec telle feature, si par exemple, je sais pas, on a 400 personnes qui l'ont demandé, quel business on va générer, tu vois? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire du marketing autour de ça ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va améliorer la rétention, améliorer l'usabilité? Et donc, en fonction de ça, on fait de l'arbitrage et on essaye, tu vois, de mélanger des tâches qui sont complexes techniquement, donc qui prennent du temps,
mais qui vont avoir un gros impact avec des tâches qui sont peut-être moins impact business, mais qui sont faciles à faire techniquement, tu vois. Tu peux faire tellement de trucs pour développer ta boîte. Tu peux faire des vidéos courtes, tu peux te mettre sur TikTok, tu peux te mettre sur Twitter, tu peux faire des webinars, tu peux te mettre à fond sur LinkedIn, tu peux faire des formats courts, des carousels. Enfin, en fait, on peut faire une liste de 12 000 trucs que tu peux mettre en place, des vidéos plus d'inspiration, tu peux faire aller dans le drôle, tu peux faire des TED. Enfin, comment tu choisis toi, dans toutes ces possibilités de choses qu'on peut faire pour développer un business, ce qui est la priorité en fait? En gros, moi, c'est vachement, il y a plusieurs étapes, mais est-ce que j'ai les équipes pour le faire? Déjà, tu vois, donc est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Donc, tu vois, tu as l'aspect ressources, combien ça peut nous coûter versus le retour sur investissement, tu vois. Donc, typiquement, avoir un Zoom ou avoir une équipe de prod qui vient pour filmer, tu vois, est-ce que j'ai l'impression que c'est un bon ROI pour faire un cas client ou pas? Donc, tu vois, c'est la première question que je me pose. Ensuite, c'est en interne, est-ce que j'ai quelqu'un pour gérer le projet? Parce que tu vois, c'est pas moi qui vais le mener de A à Z en termes opérationnels. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour savoir si c'est la priorité ou pas? Je me pose toujours la même question, à quel point ça apporte de la valeur à nos utilisateurs? Ou à quel point ça apporte de la valeur par rapport à la mission qu'on a, tu vois. Et en fait, quand tu te poses ces questions-là, si la réponse c'est ouais, peut-être pas, etc. Déjà, moi, j'aime bien tout lister. C'est-à-dire, comme tu dis, tu as 1 milliard de trucs à faire et je pense que c'est important de tout lister. Même s'il y a des gens que ça effraie et ils se disent « Oh putain, après ils sont paralysés ». Moi, j'aime bien savoir genre, tout ce qu'on peut faire. Ensuite, ce que je fais, c'est une fois qu'il y a tout, je regarde les ressources qu'on a. Tu vois, à quel point les gens sont sous l'eau, travaillent sur quel sujet. Ensuite, je regarde ce que les gens aiment faire chez nous. Donc, chaque personne, je sais ce qu'ils adorent faire ou pas. Et en fonction de ce qu'ils aiment, je vois qu'il y a potentiellement des nouveaux trucs, tu vois, sur lesquels il faudrait qu'on les mette parce que ça va les booster. Donc, en gros, tu vois, essayer de bien booster entre la tâche qui te fait ultra kiffer et la tâche qui est nécessaire. Ça, c'est important. Même si la tâche qui fait kiffer n'aura pas forcément le meilleur impact pour le business, c'est un truc qui va te remotiver pour faire d'autres choses. Et ça, je pense que c'est un petit peu important. Donc moi, je fais en général dans les tâches que je donne aux gens, c'est 80-20 quoi. Tu as 80 qui est nécessaire et qu'il faut taffer. Et tu vois, c'est ton corps de métier, c'est là où tu dois devenir l'expert. Et après, tu as 20 où c'est les projets un peu plus créatifs, un peu plus fous, où je te laisse faire un peu ce que tu veux, mais où je sais que c'est là où tu vas t'éclater et ça va te redonner le peps et l'énergie pour prendre de la distance par rapport à ton day-to-day et avoir énormément d'impact. Donc, c'est vraiment lister, tu vois, moi, je pense que le meilleur moyen, c'est quel est le ROI que tu imagines sur le business? Est-ce que tu as les ressources donc humaines et financières pour le faire? Et ensuite, une fois que tu as tout listé, tu vois ce qui a le meilleur ROI, meilleures ressources et tu fais un petit peu, tu vois, toi-même ton plan d'action par rapport à ça. C'est toi aujourd'hui qui le fais, ça, ce processus-là, tu es tout seul à déterminer sur le côté business? Ouais, ça a toujours été le cas parce que je pense qu'après, avec le temps, j'ai aussi le feeling de ce qui fonctionne pas. Et en fait, même s'il y a plein de gens qui te disent ouais, il n'y a pas de recette magique, enfin tu vois, ou genre il y a des fois des secret sauce ou la silver bullet et tout. Moi, je pense en fait qu'il y a des vraies recettes qui fonctionnent pour construire des business et qu'au final, c'est pas si compliqué. Et que quand tu te bases sur, tu vois, l'apport de valeur des gens, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que les gens ont à gagner par rapport à ce que tu crées et ce que tu apportes? Si la réponse c'est oui, au bout d'un moment, les gens ils vont payer en fait. Enfin, et ton business, c'est ça, quoi. Est-ce que tu arrives à générer de l'argent? Oui. Est-ce que tu peux recruter? Oui, non. Et ainsi de suite, tu vois. Est-ce que tu as une citation préférée? J'ai pas mal de citations que j'aime bien. Une dernière que j'ai bien aimée parce que je parlais avec des gens qui ont des haters et ça peut vous arriver et je pense que c'est important aussi d'en parler. C'est les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel est meilleur que la merde. Elle est géniale. Trop bien, c'était ouf Guillaume. Merci. Merci à toi. Trop ouf.